Bon en salle, le podcast du Théâtre des Escales. Cette semaine, on rencontre un lutteur, Stan Francisco, a.k.a. Francis Lebel, lutteur originaire d'Amos. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Ben. Hello. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lutteur. C'est le premier lutteur au qu'on a podcast. reçu. C'est le premier lutteur on a parlé souvent de lutte, mais de recevoir un lutteur, ça c'est quand même cool. Puis tu sais, on l'a reçu dans l'occasion du show de lutte qu'il y a eu au Théâtre des Escales. Ça veut dire que lui, Francis, qui était comme semi-retraité de la lutte, qui a repris les bobettes et les bottes. Pour vous remettre en contexte, on l'a fait après sac, celle-là, dans le studio après sac. On l'a amené après sac, puis il était bien content. Ouais. Parce qu'il avait passé toute la semaine pour se préparer à son gala de lutte. Son grand retour dans le monde de la lutte. Il avait closé le show de la NSPW de décembre 2022. Fait que c'était un gros show, ça. Ça a été un succès. Ouais, puis tu sais, il nous raconte aussi dans le fond que c'était comme une succession de chances, là, que c'est arrivé tout ça. Là. Il a entendu des trucs de bouche à oreille, puis là, c'est là que c'est venu. C'était pas facile comme aujourd'hui pour communiquer avec les gens de la lutte. Il fallait qu'ils écrivent des lettres, puis en tout cas, c'était une autre époque. Fait que, ouais, c'est ça, c'était pas par les réseaux sociaux. Il a fallu qu'ils contactent des profs de lutte, puis tout, là. Oui. Fait que c'était ça, mais on a suivi tout son parcours comme ça. Puis un peu son parcours à Mossois aussi, là, dans le cours d'école de Saint-Joseph. On est allé, je pense que vous allez le découvrir. Si vous l'avez vu en bobette au gala, vous allez avoir un autre homme. C'est ça. Autre chose. Il est habillé. Toi, t'es un lutteur, Pierre-Marc, aussi? Moi, si j'étais un lutteur, Ouais. pas vraiment. Non? Ouais, t'as fait un peu de lutte? J'en ai fait de la lutte. Bon, Mais, t'aimais ça? Oui, j'aime la lutte. J'ai jamais fait de la lutte dans un ring. Là, en fait, la première fois que je me suis pitché dans un ring, je peux pas dire c'était où, là, mais c'est ça, peut-être. Ben, bonne écoute. Bonne écoute. Pierre-Marc, je t'avais jamais demandé ça. T'es-tu un fan de lutte? Non, Matt. Non, hein? Pas du tout. C'est ça, je pense. J'aime pas la lutte. Pas du tout. On a-tu déjà reçu un lutteur après Préparation culturelle de podcast? Non, on a déjà reçu, par exemple, Pierre-Luc Racine, avec qui on a parlé de lutte pendant, genre, tout le podcast. On avait jasé pas mal. Mais c'est un sujet qui est revenu quand même un peu au podcast. Oui, ben quand je suis là et qu'il y a du monde qui toujours trippe un peu, genre jase, là, ça finit toujours par revenir. Pas une twist. Je pense qu'avec Louis-Éric aussi, on en avait parlé un peu. Probablement. Sûrement. Mais on n'a pas reçu de lutteur. D'après moi, on n'en parlera jamais autant que là. Non, là, c'est le temps. Check, là, c'est là qu'on va parler de thermopompe aujourd'hui. C'est l'épisode thermopompe. Parce qu'on est avec Francis. Francis, aussi connu sous le nom de Stan Francisco. Yes, ça va les boys? Ça va bien, toi? Ben oui. Bienvenue à Pressac, dans le merveilleux studio. Pressac. Qu'est-ce qui t'amène en Abitibi ces temps-ci? Écoute, j'ai fait un retour, comme tu sais, là, à la lutte et ça donne que c'est au Théâtre des Escales. Et puis, je suis booké sur ce show-là. Comment ça s'est passé pour te faire booker? Parce qu'on s'entend, t'es pas dans la NSPW à la base? Non, pas à la base. En fait, l'idée de revenir à la lutte me trottait en tête depuis un certain temps. Et puis, j'attendais la bonne opportunité, tu sais. Et puis, cet été, je descends en vacances. Okay? Puis, je soupe chez mes parents. Puis, ma mère, elle me sort ça. Elle dit, si tu reviens au mois de novembre, on pourra aller voir la lutte. Là, je suis comme, de quoi tu parles? Quelle lutte? La FLA, la Fédération de lutte d'Amos. La Amos Wrestling Connect. Je savais pas de quoi elle parlait. Amos Westside Puis, Wrestling. Puis mes parents habitent legit à 30 secondes du Théâtre des Escales. Et puis, ils ont leur billet de saison pour tous les shows, tout le temps. Fait que là, elle me sort la programmation automne-hiver 2023, tu sais. Puis là, je vois ça à Feuillette, puis elle dit, ouais, regarde en novembre, la NSPW. Puis là, tu sais, je connais la fédération. J'étais en semi-retraite là, depuis peut-être 7-8 ans. Mais sauf que je gravite encore dans les parages. Puis là, je vois ça, la NSPW, je suis comme, mais ça, c'est une bonne fête qui se déplace jamais, parce que les autres sont basés à Québec. Ils sont au Théâtre Diamant, fait que au t'en Diamant. profites d'habitude. Ouais, c'est ça. Ils sont au Diamant, Robert Lepage, machin. Fait que, je suis comme, OK, non. Là, tu sais, je me la suis joué, là, cool, je suis au courant de tout ça, mais dans ma tête, ça spinait. J'étais comme, non, attends. Fait que, je reviens à Montréal, et puis, je raconte ça à mon bon buddy, Pat Laprade. Et puis, je dis, yo, Pat, savais-tu, est-ce que la NSPW allait à Amos au mois de novembre? Il dit, non. Et puis, là, je dis, écoute, je ne l'ai pas dit à ma mère, là, parce que je ne voulais pas faire de la peine, mais il y a no way que je voulais aller voir ce show-là. Je ne voulais pas aller m'asseoir
au théâtre, à côté duquel j'ai grandi, puis voir des boys faire ce que moi j'aime faire, puis j'aurais pas été capable de m'amuser ou d'enjoy la soirée. Ouais. Et puis il dit, c'est sûr, je te comprends, il n'y a personne qui, là, c'est ta passion, puis c'est chez vous, fait que no way. Fait que ça reste de même, j'avais aucune intention de faire le show. Et à la seconde où cette conversation-là s'est terminée avec Pat Laprade, son téléphone à lui sonne. Et c'est le gars du Théâtre des Escars. J'ai toujours le sens socioculturel. Parce que Back in the days. Quand je suis parti, c'est ça. Back in the days, c'était ça. Et puis, c'est le gars du Théâtre des Escars. Mathieu Larachelle. Dans le temps, c'était le Ben sens oui. socioculturel. Le slogan d'Amos devait être Amos vous aime aussi. Hein? Je sais pas si tu il y avait moins d'escars, en tout cas, dans toutes les choses. Ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Et puis, son téléphone sonne et c'est le gars du Théâtre des Escars qui dit, écoute, il dit, on m'a dit de te contacter. Si jamais on organisait un show de lutte, t'es la référence au Québec. Si tu veux me dire quoi faire, écris-moi, tu sais. Fait que là, on se regarde, lui et moi, puis je venais de dire, là, ça faisait 5 secondes, là. Et on a compris tous les deux là, que c'est là que ça se passait. T'sais. Il dit, tu veux être sur le show? Je dis, fuck, oui. Fait qu'on contacte le gars de la NSPW, Steve Boutet, que je connais back in the days, là, quand je luttais. Et puis il dit, ben oui, il dit, Stan, ça me fait plaisir. Ouais. Fait que de fil en aiguille, fast forward, novembre 2022, dans 4 jours, je vais faire le show. Fait que je suis bien content. Comment on se prépare à un match de même? Un retour, ça a été une grosse séance d'entraînement? Quand même. Il a fallu, évidemment, j'ai le gym, c'est une partie prenante là, de ma vie, là, de tous les jours. Fait que ça, c'était pas nécessairement un plus. Mais j'ai repris des cours, des cours. Je suis à Carl Leduc, qui est une sommité là, dans la lutte au Québec, le fils à Paul Leduc. Lui, il avait une école de lutte. Puis il me disait tout le temps, parce que j'ai lutté pour la FLQ, j'ai lutté pour son père, puis il m'aimait bien. Fait qu'il disait tout le temps, Stan, si tu veux te pratiquer, appelle-moi, je vais te prêter mon ring. Je l'avais jamais fait, je ne voulais pas le déranger avec ça, ni rien. Puis là, c'est arrivé, je l'ai texté, je dis, hey Carlo, il dit, ben oui, il dit, viens. Fait que j'ai retourné, j'ai fait de la base. Là, j'ai pris les cordes, j'ai bumpé, comme si j'avais jamais lutté de ma vie. Puis là, il était bien content parce que son rapport, là, genre, c'était genre, OK, mais t'as rien perdu, c'est vraiment cool, je suis content, tu es un naturel. Je sais pas jusqu'où il en mettait, mais ça m'a bien gros primé. Et puis, entre-temps, il y avait des shows que je me suis booké dessus. Que j'ai pas lutté sous le nom de San Francisco parce que je voulais vraiment garder le retour de Stan pour ma famille, pour Amos. Fait que je m'étais pogné un autre nom. J'ai lutté sur un autre sobriquet. Puis ça a bien été. J'étais bien content là, des résultats. Le cardio suivait. Fait que on va voir parce samedi. Que quand tu fais un retour comme ça, c'est quoi qui est le plus dur? C'est le retour des bumps ou c'est le retour du cardio? Parce que c'est demandant, Chris, ça marche. Moi, dans mon cas, puis même à la E, là, quand ils le disent, là, c'est le cardio. Il faut que tu travailles le cardio tout le temps. Quand tu parles de la E, on parle de la WWE. Fait que, c'est ce qui est le plus important. Puis, ça a tout le temps été pas mal ma faiblesse. Mais c'est parce que je suis un entertainer plus que, fait que mes lacunes en cardio, je les ramassais, en allant chercher la foule ou en faisant en temps de temps, puis... Fait que j'ai réussi tout le temps à m'en sortir sans trop mal, parce que il manquait de souffle, mais il était bien drôle. On va oublier ça. Parce que, quand je parle des bumps, souvent, quand on parle de bumps dans le langage de lutte, ça veut dire que c'est quand on tombe sur le ring, là. Puis, les gens, si on démystifie un mythe, c'est quoi qui est en dessous du ring? C'est pas des matelas, là. Ça ressemble au board là, sur lequel on est à côté. Là. C'est du plywood. En fait, c'est un frame en acier. Les 4 poteaux sont en acier. La structure est en acier. Il y a dans le milieu, il y a un gros choc de camion en acier. Okay. Je veux dire, c'est impliable. Il faut vraiment que tu tombes fort pour le faire bouger. Et cette structure-là, elle est recouverte de plywood et d'un mini matelas, parfois pas de matelas. Et puis le drap, la nappe par-dessus. Parfois pas de matelas du tout. C'est une chose qu'on fait quand on arrive dans certaines fédérations. Tout le temps, on teste le ring. Okay. Fait que, on court, on bombe, puis on revient en arrière, on dit « Ah fuck, à soir, le ring est stiff, ça sera pas facile à soir. » On se prépare tout de suite, on cherche des Tylenol, des bières. Puis, puis plus le ring est petit, plus le ring est stiff aussi, je pense, de ce que je comprends. Tout est relié, là, c'est le choc, tout ça, mais souvent, c'est le cas. Parce qu'évidemment, quand tu as plus large, souvent un ring, c'est 18 par 18.
ça va arriver que c'est 16 par 16. 16 par 16, t'en as pas beaucoup. Ça donne rien, c'est 2 pieds de moins de chaque côté. Mais c'est plus stiff, ouais. Ça réveille le bonhomme, ça réveille le... Fait que ton personnage, Stan Francisco, voyons, je parle du nez, j'ai de la misère, j'ai à me dire mes mots. Parle-nous de la genèse, d'où ce qui vient, Stan Francisco, qu'est-ce qui se passe avec lui? Écoute, Stan, je pensais pas le ressortir. Stan, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à lutter, j'étais chez Jacques Rougeau, et puis à l'école de lutte Jacques Rougeau. Et dans ma tête, à moi, je me disais, tu sais, si je fais juste un match dans ma vie, tu sais, juste un, le monde va s'en rappeler, tu sais. Fait que je savais pas si j'étais pour être bon, tu sais, je savais pas si c'était pour marcher, je savais rien. La seule chose que je savais, c'était que j'étais pour faire un gala de lutte. Puis c'était toute ma jeunesse, tu sais, c'était ça, là. Je culminais. À l'époque, c'était le point culminant de ma vie, là. J'étais comme, OK, attends, là. Je suis booké sur un show devant 5000 personnes, c'était avec Jacques Rougeau. Dans ma tête, ça faisait pas de sens, tu sais. 5000 personnes, c'était où, par curiosité? C'était, si je ne m'abuse, à l'auditorium de Verdun. Okay. Souvent, quand il y a des recrues, ils vont les mettre dans une bataille royale. Fait que ça te permet de cacher les lacunes des kids, de ceux qui commencent, parce qu'il y en a plusieurs. Puis bon, ça enlève le stress, puis c'était pas, là. Fait que la bataille royale, elle finissait. Et à l'époque, il y avait Jean-Jacques et Cédric, c'est deux des enfants à Jacques. Jean-Jacques, il y a plein de ses enfants. Jean-Jacques. Jean-Jacques Rougeau. Jean-Jacques Rougeau. Wow! Non, attends, je te raconte n'importe quoi. C'est les médicaments, puis j'ai pris des Tylenol, puis la Slimane. Non, c'est ça, c'est JJ. JJ. C'est JJ. En tout cas, je sais plus trop si c'est Jean-Jacques, mais c'est JJ, ça, c'est Jean-Jean. Et puis, la finale de la Battle Royale, c'était moi contre ces deux kids. Et puis, là, évidemment, puis ils étaient jeunes. Là, ils avaient, je sais pas, là, 10 puis 15 ans, peut-être, là, je sais plus. Et puis, tu sais, moi, j'étais quand même assez massif à l'époque. Et là, frappe les kids. la chaleur, tu sais, la heat de la foule qui me huait, évidemment. Tu frappes les enfants. Tu frappes les enfants de Jacques Rougeau, sans défense. C'était phénoménal. Et puis, quand j'ai choisi, parce que là, Jacques, évidemment, tu sais, là, j'avais pas encore le nom, tu sais, j'avais pas encore San Francisco. Et puis, par contre, ce show-là, tu sais, je savais que je voulais frapper l'imaginaire, tu sais. Fait que je voulais jouer sur, tu sais, l'ambiguïté sexuelle tu sais, là, tous les préjugés qu'il y a dans le monde de la lutte, là, tu sais, là. Deux gars huilés en bobette, là, tu sais, qui luttent, toutes les railleries qui se taponnent, qui se lancent à terre. Qui se touchent, tu sais, puis tout. Fait qu'évidemment, tu sais, j'ai été victime de ça. Tu sais, puis il faut se rappeler, là, c'était les années 80 à Amos, là, tu sais, les fans de lutte, ils n'avaient pas 1000, là, tu sais. Fait que, le lutteur, il se tapait, tu vois, OK. Fait que je voulais me servir de ça, tu sais, pour extérioriser tout ça, tu sais. Fait que, puis pour dire aux gens, tu sais, regarde, vous m'avez écœuré avec ça, tu sais, puis maintenant, regarde, j'en fais, tu sais, puis pas vous, tu sais. Fait que c'était un peu le thinking que j'avais, tu sais. Fait que j'avais pas de nom encore, mais tu sais, je voulais frapper l'imaginaire. Fait que tu sais, j'avais des plumes roses, un beau petite plume rose, un maillot rose, les bottes roses, que j'ai encore d'ailleurs. Vous allez, tu sais, si vous êtes là au show samedi, je ressors mes bottes de l'époque. J'ai un nouveau maillot par contre, là, puis j'ai laissé tomber les plumes, mais c'est les mêmes bottes. Et puis. Un peu macho man, un peu. Genre. Ouais, très, très flamboyant. Et puis. Là, j'avais pas de nom, je savais que j'aimais mes bottes roses, tout ça. Puis là, Jacques, t'es comme, hey Francis, là, tu vas être sur le show, j'aime ton look, j'aime ton charisme, tout ça. Mais il faut trouver un nom. Là, moi, tu sais, j'avais pas de nom. J'étais comme, de quoi tu parles un nom? J'étais pas là. Moi, j'étais vraiment concentré sur le match. Puis je disais, c'est vrai, là, je me trouve un nom. Puis ça a été sur le spot parce que ma classe, quand j'ai fini la classe de la session 2001, si je ne m'abuse, avec Jacques, j'étais dans la même cohorte que Kevin Steen, là, Kevin Owens, maintenant. Shit. Puis c'est Kevin qui est arrivé avec ça. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Là. Probablement pas. Probablement pas. On va lui demander, mais qu'on le reçoit. On va aller le voir à Orlando. Et puis Kev est arrivé, puis il a dit... puis c'est au marché aux puces 5 étoiles, parce qu'à l'époque, l'école de lutte était à Montréal. Il y a un gros marché aux puces. Et puis c'était ouvert. Les entraînements étaient
à air ouvert, le monde passait, puis là, il magasinait, puis là, dans le badang, le ring, puis tout. Aïe, aïe, câlisse! Puis, bref, on était assis sur un banc, puis il y avait plein de monde qui passait, puis là, Kev est arrivé, puis il disait, hey, pourquoi pas San Francisco? Tu t'appelles Francis, San Francisco, c'est la capitale des gays, t'es rose. Je suis comme, ça fait du sens. Puis, je me suis jamais obstiné avec ça, parce que je pensais juste faire un match dans ma vie, tu sais. C'est ça. Fast forward de 20 ans plus tard, j'étais encore là. I guess que. Puis tout le monde aime ça. Puis, c'est pas rien, quand même, ton nom vient d'un ancien champion de la WWE. c'est vrai. Ben oui, je peux mettre ça sur mon curriculum. Quand même. Puis ça t'a jamais tenté de le changer? Tu dis, quand t'as pogné le persona, t'as dit, je l'aime, je l'aime. Ben, tu sais, moi, ça faisait mon affaire, dans le sens où je trouvais que c'était un bon lien. Avec San Francisco, j'aime bien la ville, puis tout ça, tu sais. Puis au fil des années, quand on a comme laissé tomber le Francisco, il y avait comme un diminutif, là, c'était le Stanner, comme il y a eu Stone Cold Stunner, puis le monde a commencé à m'appeler le Stanner. Fait que, vers la fin, quand je luttais, c'est le Stanner contre un tel, Stanner contre un tel. Mais c'était le même personnage, c'était juste l'évolution. Ouais, c'est l'évolution du personnage, exact, sans les plumes. Puis souvent, les personnages flamboyants comme ça, ils ont plus tendance à être des heels. T'étais-tu un heel ou t'étais un face? J'ai été heel, je te dirais. 98% de ma carrière. Ça a l'air d'être le plus fun à la lutte, sincèrement. Mais non, mais attends, c'est ça. Moi, c'est mon kick, là. C'est, tu sais, la société, la vie, tu peux pas... Il y a des restrictions, tu peux pas... un peu comme Stone Cold. Hein? Stone Cold, pourquoi il était tellement over à l'époque? C'est ça l'affaire, c'est que c'était... la classe ouvrière contre le patronat. Contre les riches, contre les... Puis, envoyer chez son boss, ce que tout le monde a envie de faire, mais qu'à cause de la société, on peut pas. Fait que c'est un peu... Puis, être heel, c'est ça. Là, quand tu sors du rideau, qu'il y ait 25, 150, 2000 personnes, si tu es un méchant puis il faut que tu les envoies chier, tu peux les envoyer. Tu as cette autorisation-là. C'est comme au Milborn, une carte prioritaire. Tu mets ta carte prioritaire, je suis heel et puis je suis intouchable. Y a-t-il un code que vous avez. Genre, tu dépasses pas cette ligne-là? Mais juste avant, Pierre-Marc, là, moi j'entends le monde qui nous écoute, soit sur YouTube ou sur Balado, puis il se demande c'est quoi la différence entre heel et face? C'est ta face, tes talons. Non. Ouais, mais tu sais, mais pour les neufs. Ouais, non, je sais. Ben, le face, c'est des expressions en anglais. Là, le face, c'est le gentil. Puis le heel, c'est un méchant. T'sais. Fait que quand t'es un heel, évidemment, tu vas chercher la chaleur, tu vas chercher les réactions de la foule. Puis travailler en face, c'est le fun aussi, mais c'est différent. Puis c'est juste que il y a des gens... parce qu'on a essayé de me virer face là, plusieurs fois. Il y a eu des stories, il y a eu des histoires qui ont été écrites, il y a eu des storylines dans lesquelles où, je venais faire je venais sauver la demoiselle en détresse ou je venais une couple là, qui me reviennent en tête. Là. Mais sauf que c'est dans mes attitudes, en tout cas je parle pour moi, c'est dans mes attitudes à moi, c'est dans ma face à moi. J'ai-tu l'air d'un gars qui donne des câlins puis des bisous? Non. Fait que j'ai essayé. Ma meilleure run face, je jouais la game, mais j'étais super ironique. Là, j'étais comme... Oui, nous sommes les gentils, nous avons gagné. C'était zéro crédible. C'est un heel déguisé. C'était zéro crédible. Fait que, puis les gens ils le voient. Quand tu te fais booker, quand tu te fais approcher par une fédération, ils veulent ton talent. Et puis, ils te disent ce qu'ils veulent. On a besoin, si tu veux lutter pour nous, parfait, on va te mettre un tel match, on a besoin d'un heel, on a besoin d'un méchant, on a besoin d'un gentil. Ça tente-tu? Oui, non. Fait que, moi, j'étais tout le temps booké heel. C'était comme un naturel. Ouais, puis je reviens sur ma question de tantôt. Y a-t-il comme une limite? Y a-t-il un code, genre, j'ai pas le droit de dépasser ça quand je suis heel? Parce que ça, c'est comme le point de non-retour, puis je vais perdre le contrôle. Ben, c'est sûr que entre les boys, on se le dit, les professionnels, je veux dire, mettons que, je sais pas, mettons que j'ai un défaut qui me plaît pas, là, je suis, j'aime pas mon poids, mettons. Ouais. Je me trouve trop gros, j'ai eu une opération, puis en tout cas, c'est n'importe quoi. Si t'as quelque chose que t'aimes pas, tu peux le dire à l'autre, tu peux dire ce que tu veux dans la promo, avant le match, contre moi, mais parle pas de ça, s'il te plaît. Parle pas de mes enfants. Si t'as un enfant, je sais pas, t'as eu ta femme, elle dit, je sais pas. T'es divorcé ou whatever. Ouais, c'est ça. Dude, va pas là. Va pas là, je te le demande, va pas là. Fait que, techniquement, le professionnel, il ira pas. Puis, sauf que ça va arriver qu'il y en a qui s'en calissent puis qui vont y aller. Puis ça fait de la chicane. Puis c'est pas le fun.
Mais techniquement, entre les boys, c'est le même que ça marche. S'il y a quelque chose que je veux pas qu'on parle, je te le dis, tu me le dis, puis parfait, on se respecte, puis on s'entend. C'est le respect que les gens voient pas, ça. Oui, exact. Parle pas de mon divorce. Puis il y en a d'autres, oui, je viens de divorcer, mais non, ça va être super. Il y en a que ça les dérange pas. Ils vont faire, mais oui, ça va être bon. Ça dépend de la tolérance de chacun. C'est ça. C'est chacun. Puis, évidemment, avec les fans, par contre, c'est sûr, tu peux pas rentrer dans les altercations physiques. Là, avec tu peux pas débarquer puis pitcher ton verre de bière tu peux pas slapper un fan. Ça s'est déjà vu, par exemple. Souvent, c'est les fans qui ont commencé par exemple. Ouais. Oui, puis ça finit jamais chic, là, ces histoires-là. J'imagine. Il va arriver parfois que c'est set-up, là, que c'est arrangé, un tel fan avec tel lutteur. Le gars, tout le monde le sait. Les gars de la sécurité le savent. Fait que, OK, parfait. Mais c'est rare parce que là, le monde, ce qui arrive, c'est que les autres fans ne savent pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, les autres, ici, il y a une chicane, tu sais jamais qui t'a affaire. Ça va arriver. Même à la WWE, ça arrive, là, les fans qui jumpent la clôture. Ouais, Bret Hart, le Hall of Fame cette année, qui s'est fait plaquer. Aussi. Qu'est-ce que le gars mangeait une tabarnak de folle? Tu viens de plaquer Bret Hart en plein centre de son Hall of Fame. Là. Ouf. Fait que, non, oui, c'est ça. Fait que, à quel point le gars, il t'a fêlé, c'est sûr. Là. Non, mais il y en a des faits. Non, mais Il y en a. Il y en a. On est aux États-Unis. Ouais. Il y en a ici aussi, Matt. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est un autre niveau, mettons. Ouais, c'est sûr que c'est un autre niveau. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a des fans, il y en a qui savent que c'est arrangé, il y en a qui savent que c'est discuté, puis que c'est tous des amis, les lutteurs, que c'est une job. Là, t'sais. Il y en a qui croient faire dur comme fer que c'est vrai. Tout ce qui se passe dans le ring, c'est vrai, puis c'est des vrais personnages. Mais ceux-là, je te dirais que moi, je les aime beaucoup parce que c'est eux qui font la magie. Si tu crois réellement que c'est vrai à ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'on le fait bien. Ça, c'est vraiment cool. Mais moi, je crois aux histoires, mettons, mais je sais que j'aime ça. Comme on va voir un show de théâtre, on est capable d'apprécier le spectacle. C'est comme quand tu vois des marionnettes. Si tu oublies les ficelles en arrière, ça devient magique. C'est ça la lutte. Si tu vois les codes, tu es capable de le déchiffrer, ça devient plate. Mais quand tu es juste comme ça, c'est bon, j'oublie que c'est. Je suis juste. Là, j'ai du fun. Ouais, c'est ça. Tu oublies tout le concept, tu oublies toutes les affaires. Tu fais juste voir deux gars qui se tapochent à gueule, puis tu veux qu'il y en ait un qui gagne, puis tu es content quand il gagne. Ça me fait penser. On devrait il y a Disney on Ice, il devrait avoir Disney on the Ring. Disney on Ring. Chris Jericho, depuis la pandémie, j'ai pas les dates exactes, mais ça fait 3-4 ans qu'il fait des croisières. Ouais. Des Cruise of Jericho. Rock and roll and wrestling, ouais. Fait que, Jericho, ce qu'il fait, c'est qu'il se loue un navire de croisière d'une compagnie de croisière. Il le loue pour le temps de sa croisière, 5 jours, une semaine. Puis lui, c'est de l'argent de poche, pas lui. Ça se rentabilise assez vite. J'ai pas accès à ses finances, mais lui, ce qu'il fait, il monte un ring, puis c'est comme une convention, mais sur la mer, en vacances. Fait que si t'aimes les croisières, puis t'aimes la lutte, parfait lui, il est content. Puis en plus, c'est ça, puis tu sais, fait que c'est lutte l'après-midi, puis show de rock le soir. Fait que lui, il se book en lutteur l'après-midi, puis il fait un show avec Fuzzy le soir. Tu fais un combat de lutte au milieu de la mer. Ça doit être malade. Tout le monde qui dégueule pendant parce qu'ils ont pas eu le mal de mer, puis ça rock. Tout le monde est vert. Tu disais que tu avais fait l'école de lutte avec Kevin Owens, quand même, qui lui a eu, bon, évidemment, tout un parcours, là, un ancien champion. Ce chemin-là pour accéder à ces grosses fédérations-là, ça t'a-tu intéressé? T'as-tu pensé une manière que t'avais accès à ça ou t'as décidé que non? Comme tout le monde, là, je veux dire, c'est sûr que en partant, c'est là qu'on veut aller. Quand tu fais ça, je veux dire, c'est la Ligue nationale de hockey pour celui qui joue au hockey. Puis quand j'étais comme à l'apogée au Québec, j'étais un peu plus vieux que Kevin, puis j'ai eu une opportunité pour un travail, un vrai travail. Et puis, évidemment, ce travail-là, c'était à la fin de semaine. Puis, les shows de lutte, c'est tout le temps à la fin de semaine. Il a fallu que je prenne une décision. C'est à partir de là que j'ai comme mis ma carrière un peu sur la glace. Ouais, puis expliquer à ton boss, moi, je peux pas rentrer vendredi, j'ai un show de lutte. À Jonquière. Fait que, il y a ça. Puis si ça n'était que ça, mais c'est parce que, des blessures, c'est vrai aussi. Fait que, si tu te blesses, puis que là, après, en plus, tu peux pas rentrer le lendemain non plus, puis pendant 2 semaines, t'as pas de show de lutte, puis là, tu peux plus non plus travailler parce que tu t'es cassé la cheville ou... Tu me fais penser une question. Tu t'es disloqué l'omoplate ou qu'importe, fait que c'est risqué. Fait que, moi, c'est à partir de là que j'ai comme pris un autre tournant, mais j'ai toujours gardé, j'ai toujours gravité dans le giron de la lutte, là, Puis, Tu t'es impliqué autrement ou...
par la force des choses, avec mes amis, évidemment, tu passes ta vie là-dedans, tu rencontres des gens, tu te lies d'amitié, et puis, comme Pat Laprade, qu'on parlait tantôt, c'est mon best buddy, et puis, lui est bien impliqué là-dedans, animateur à TVA, tout ça, fait que, veux pas, tu gravites, t'entends, il écrit des livres, tu rencontres les gens, puis Kevin, lui, il était un peu plus jeune, il a continué, lui, quand il allait à ROH, PWG, des fédérations indépendantes là, en Californie, en Pennsylvanie. Il a fait la route des States pas mal. Il a fait la route des States, tu sais. Puis moi, en même temps qu'est arrivé, tu sais, ce cheminement-là, il n'y avait pas... c'était pas arrangé comme nécessairement aujourd'hui, tu sais. Il n'y avait pas je veux pas dire la facilité, parce que c'est pas facile, là, mais il y a NXT maintenant, là, pour la WWE, qui a regroupé toutes ces fédérations américaines indie, là, fait que la WWE, en achetant tout ça, ça ouvre peut-être plus de portes, c'est peut-être plus facile d'accès. Tu te fais voir plus vite. Là. Oui, c'est ça, parce que... T'as encore tu fais des fédérations, quand c'est pas chapeauté par, mettons, la Big WWE, ta fédération en Oregon, ça arrive pas longtemps. Je sais pas trop si ils sont au courant de c'est qui le champion, tu sais. En achetant tout ça, en faisant table rase, là, ils savent, ils contrôlent le circuit indépendant, puis ils voient, puis peut-être plus simple. Là, Puis là, il y a une bonne nouvelle pour la WWE puis les aspirants lutteurs pour la business, parce que tout récemment, Vince McMahon s'est fait congédier. Puis il venait de prendre une décision que je trouvais très controversée. C'était au lieu d'aller vers les wrestlers indie, il voulait prendre des athlètes de haut niveau pour les transformer plus facilement. Il a pris beaucoup de décisions très controversées. Dans les dernières années, là, je te comprends. Vince McMahon, on n'en reviendra pas sur toutes ces décisions controversées. Le hamster, il roulait pas tout le temps à vitesse égale. Sa roue était... Mais c'est juste que c'est ça, il venait de prendre une décision d'arrêter de prendre des wrestlers indie parce qu'il n'aimait pas le style, puis il préférait prendre des athlètes de haut niveau, donc bon cardio, bonne shape, puis les modeler au moule. Puis mettons comme Brock Lesnar ou... Brock Lesnar, c'est un lutteur. C'est un vrai lutteur. Il vient de la lutte, il vient de l'école de lutte. OK, c'est lui qui a fait la lutte, puis après, il a fait la UFC. Non, mais tu sais, le cliché que tu parlais du début, des bonhommes huilés, musclés, bodybuildés, lui, c'est son modèle qui aime bien. Ça a tout le temps été ça, Vince, exact. Avec les nouvelles, mettons, tu sais, t'aurais eu Kevin Steen, il n'aurait eu aucune chance. Mais je sais pas, moi, Kobe Bryant, je prends un exemple bien random, il décide de s'essayer à la lutte, là, il aurait fait « Oh, ça, c'est bon pour moi, par exemple. » Peut-être avant l'hélicoptère, peut-être. Ouais. J'ai pris un autre vedette, là. Mais, c'est un changement avec Triple H qui est revenu. Le Indy est redevenu à l'avant-plan. Mais mettons, Ronda Rousey. Ronda Rousey, ouais, c'est un bon exemple. Fait que c'est ça. D'ailleurs, Kevin Owens, lui, il a pas une shape de lutteur à la Vince McMahon, mais lui, il a réussi quand même. C'est ça qui mais Kev a tout le temps été un naturel. Quand on était chez Jacques, le kid, il avait, je sais pas, là, 16 ans, 15 ans. Puis nous, on était peut-être tout un peu plus vieux, là, 19, 20, 21. Puis il y avait beaucoup de bons athlètes, là. Des lutteurs qui sont encore sur la scène indie présentement. Là, je pense à NSMGF, Gorgeous Mike. Tout le monde était excellent là, dans cette cohorte-là. Mm-hmm. Puis Kev, là, moi je l'appelais le kid, à l'époque tout le monde l'appelait le kid. Dude, c'est un naturel. Là, ça se faisait, c'était instinctif, c'était tout seul. Là, on a tous, je pense qu'on est tous fans de lutte, on a tous regardé la lutte puis pratiqué des moves sur le divan ou sur le lit avec notre frère. Puis, mais tu sais, Kev, c'était genre ça, mais fois 1000. Là, il arrivait dans le ring, puis moi, quand je suis arrivé chez Jacques, moi, ça a comme, j'ai fait, OK, attends, là, j'ai comme un peu été starstruck, là, pendant une couple d'heures, puis ça m'a, s'acclimater à tout cet environnement. Parce que c'est pas tout d'avoir les habiletés physiques, c'est tout ce qui vient avec, l'attitude, comment se comporter à l'extérieur, à l'intérieur du ring, c'est pas juste d'être capable de sauter, puis, OK, le gars est capable de faire ça, mais... Ouais, c'est ça. Si t'es pas capable de parler en public, mettons un exemple, ça marchera pas. Là. Fait que, Kev, là, exact, puis Kev, lui, c'était tout naturel, tout le temps. On pratiquait, Jacques dit, bon, OK, aujourd'hui, on va faire, telle affaire. Bon, Kev débarquait, paf, tout de suite. Bon, là, on va faire telle affaire. Tout le temps, Kev. Fait que, on le savait, puis à l'époque, il n'y avait pas NXT, il n'y avait pas rien, puis je me souviens d'une conversation qu'on avait eue, les boys, puis qu'il y avait... Puis il s'appelait Tank, le gars, là. Et je me souviens de Tank, il avait dit Kevin, il va y aller à la E. Ah ouais? Ça m'avait marqué, j'étais comme, je pense qu'il a raison. Puis c'était bien avant NXT, c'était bien avant tout ça. Fait que
Tant qu'il avait raison. Il a raison, Esti. Il y a des signature moves de Kevin Owens, mettons, c'est quoi? C'est le... Ben, il utilise beaucoup le stunner en ce moment, le pop-up powerbomb. C'est-tu des choses qu'il faisait déjà avec Jacques Il y Rougeau? Ou c'est avait, plus tard? en tout cas, peut-être que Pat me corrigera là, quand vous y parlerez là, samedi. Mais si je ne m'abuse, il y a un move qui s'appelle le Package Pile Driver, donc le marteau pilon en petit paquet. C'est-à-dire c'est comme un marteau pilon, la fameuse prise qui est super dangereuse, mais plutôt que de prendre le mec entre ses jambes en chandelle, il le prend en petit paquet, c'est-à-dire qu'il prend ses bras derrière ses jambes et il fait un marteau pilon avec les jambes pliées. Okay. C'est super dangereux. C'est super, je veux dire, je suggère pas à personne d'essayer ça ce soir. Ça a l'air hyper. Je veux dire, non, mais ça n'a aucun bon sens. Puis, si je ne j'ai de bonne mémoire, là, c'est son invention. Et il a parti sur le circuit Indy quand il faisait toutes ces fédérations indépendantes-là. Et puis, là, c'est un move qui est... c'est banni à WWE. À l'heure, il ne peut pas le faire, non, exact. Mais sur les Indies, là, c'est tout le monde... Il a fait une variation dans la WWE qui est plus comme un slam. C'est un genre de package slam qu'il fait, là, mais il ne peut pas le faire en pile driver. Là, il est parti sur le stunner, tu sais, pour mettre en... Il avait commencé à faire le Stone Cold Stunner pour mettre en branle sa chicane avec Stone Cold, parce qu'il a affronté Stone Cold. Ça faisait un an avant qu'il avait commencé à l'utiliser déjà. C'était à WrestleMania qu'il vient d'avoir. Et puis, il mettait ça en évidence. C'est une longue histoire. Ça a été sur un an. Il a commencé à faire le stunner, commencé à donner de la merde au monde du Texas. Stone Cold vient du Texas. Chaque fois que Raw était au Texas ou à Dallas, Kevin prenait le micro. Les États-Unis, je suis content, c'est un beau pays, sauf le Texas. Puis évidemment, les Texans ils sont super fiers tout le temps. Fait que, ça a été ce qu'il fallait pour sortir Stone Cold de la retraite. Fait que, c'était une bonne feud. C'était un bon match en plus. C'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Pour les gens qui nous écoutent, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans tous les mots, allez voir sur Internet. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, écrivez à Pierre-Marc et il va tout vous expliquer. Là. Je vais venir chez nous, je vais vous les faire. Ouais, c'est ça. On va mettre des matelas dans son sol. Sauf le package, le pile driver. Non, ça je le ferai pas. C'est non, c'est un gros non. C'est cool parce que Kevin Owens, c'est un peu comme les frères Rougeau. Il fait la promotion un peu de la langue française, somme toute. Il ne se gêne pas pour parler français une fois de temps en temps. Pas trop, je pense qu'il peut pas. Il y a une certaine limite. C'est ça, mais... il y a certaines restrictions, il est quand même encadré. Mais si c'est dans le scénario, c'est dans le fil de l'histoire, ils vont dire oui, tu parles en français. Ils ont une année qu'il y avait eu Caleb Braxton qui les interviewait, lui et Sammy avant le Royal Rumble, puis les deux, ils l'envoyaient chier en français. C'était drôle. C'était merveilleux. Moi, je serais quand même curieux de savoir comment le petit Francis est parti d'Amos pour vivre son rêve à Montréal. Bro, ça, c'est une question. Je suis, en fait... As-tu fait de la lutte à Amos? Non. Non, il n'y avait rien. Si tu considères pas les batailles... moi, je considère tout. En sortant de l'autre place à 3h du matin. All right. Les buissons du Mike's... Ils s'en souviennent, le propriétaire du Mike's... Mes buissons, tabarnak! Pitchait le monde dans les buissons. C'était tout pété. C'est rendu le frère à Bernard Gastin qui s'en occupe maintenant. Ben oui. Je le ferai pas pour... S'il fait pas mes t-shirts la prochaine fois, Bernard, je vais peut-être y retourner. Non, à Amos, non, il n'y avait rien. En fait... Il y avait de la lutte, mais en spectacle seulement. Puis, je sais pas si t'en as vu. Moi, je voulais en faire... Ouais, je suis allé voir tous les shows qu'il y avait. Puis, il y avait... puis là, tu te renseignes, je veux dire, puis c'est 1988, 9, puis il n'y a pas de Google, il n'y a pas rien. C'était à Amos, man, puis que dalle. Fait que, puis tu sais pas, tu as 12 ans, 15 ans, t'es jamais sorti de l'Abitibi, C'est les journaux, la télévision. Puis tu essaies de faire des contacts, tu essaies de demander. Puis là, par de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui me parle de Jackie VX. Jackie VX qui était, je ne sais pas s'il est encore vivant, c'était, j'oublie son prénom, mais c'est M. Magnien. C'était le concierge à la polyvalente La Calypso. OK. Puis, dans son sous-sol, en bas, là, à La Calypso, il y avait un atelier. C'était, je dis le concierge, mais c'était lui, le réparateur. Là, c'est l'entretien. Le gros monsieur, des gros doigts. Puis, tout le temps, je l'avais jamais vu à l'école. Mais on m'a dit, tu sais, puis là, je suis puis ce monsieur... Ben oui, j'étais comme de quoi tu parles.
ce monsieur-là, c'était, si je ne m'abuse, le neveu à Édouard Carpentier. Impossible. Ouais. Ah ouais? Fait que j'étais comme no way. Fait que là, moi, excité, c'est comme une pucelle. Je cherche M. Jackie VX, M. Magnin. Et puis, fini par le trouver. Il me donne les infos d'Édouard. Il dit, écoute, moi, je ne fais pas de lutte avec son accent français. Là, il était un belge ou je sais pas quoi. Il dit, moi, j'en fais plus, mais voici l'adresse à Édouard. Contacte-le. Puis évidemment, pas d'ordi, pas d'email à l'époque, ni rien. Il écrit une lettre. Je cours dans ma chambre. Cher Édouard. Je m'appelle Francis. J'ai 13 ans. Je veux faire de la... Anyways. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Un kid de 13 ans qui écrit Monsieur Carpentier, envoie la lettre. On reçoit une réponse qui disait, je sais pas si c'était lui qui l'avait écrit, j'imagine que oui, mais j'ai pas sonné. C'est-à-dire, j'en fais plus, fous-moi patience. J'étais comme bien, on va laisser faire ça. Très français, très français. Fait que là, je laisse faire ça. Puis ça, c'est à l'été. Et j'ai un de mes amis, là, check bien tous les liens. J'ai un de mes amis, mon meilleur ami à l'époque, Philippe Galarneau, qui jouait au hockey à Amos. Ses parents déménagent à Joliette. Donc, ils les suivent par la force des choses. Et il y a une autre bonne... Tu sais, là, on parle d'un SPW qui vient à Amos, mais il y a une autre bonne fédération au Québec qui est la NCW. Okay? Puis la NCW, elle a ses origines à Joliette. Okay. Et moi, il y avait une tabagie à Amos qui faisait venir des magazines de lutte que pour moi, man. Il y avait juste moi qui achetais. Il y avait le monsieur aussi, mais il était bien gentil. Il me faisait venir des magazines de lutte, les magazines de la WWE, puis les Pro Wrestling Illustrated. Et dans les Pro Wrestling Illustrated, à la fin, il y avait la section lutte indie. Puis là, tu regardais, puis là, je voyais tout le temps NCW, Joliette, les rapports de Bertrand Hébert. Puis là, il y avait des noms de lutteurs au Québec, en Lanaudière. Là, j'étais comme, quoi? Et là, mon ami qui déménage à Joliette, OK, ses parents, ils avaient un resto. Okay? Et sa mère connaît une fille qui connaît... là, mon ami m'appelle, il dit, j'étais comme, no way. J'ai dit, si je vais écrire une lettre à elle aussi, tu sais. Fait qu'il dit, c'est pas besoin d'écrire, voici le numéro. J'appelle, cette personne-là me dit, ouais, Joliette. Il dit, et là, et ça, c'est un peu flou, ce bout-là, je me souviens plus trop, mais je finis par avoir le numéro de Joanne Rougeau. Okay? Joanne Rougeau, qui est la sœur à Jacques, qui travaillait à la WWE à l'époque, l'UEF, tu sais. Puis elle habitait à Joliette aussi. Je suis comme, man, il y a trop, ça s'enchaîne trop, ça fait aucun sens, tout ça. Et j'appelle Joanne Rougeau. Joanne Rougeau me donne des numéros de téléphone. Elle dit, un tel, c'est un promoteur à Montréal, un tel aussi, appelle-les. J'ai comme, OK. Je les appelle. J'oublie les noms. Il dit, il dit, si tu viens, je vais monter le ring, tu vas venir avec 5000$, puis je vais te trainer. T'as juste à venir avec 5000$. Là, je suis comme, man, c'est l'été, c'est les vacances d'été, je suis dans ma chambre, c'est chez mes parents, j'ai 15 ans, j'ai à peine 50$, pas 5000$ pour toi. Tu me le fais de ça 50$. Tu me le fais de ça 50$. Montre-moi juste une chose, montre-moi à faire une close line, mettons, une corde à linge, j'ai 50$. Fait que je fais comme, non, ça marche pas cette histoire-là. Fait que je mets tout ça sur la glace, mais j'ai des numéros, je commence à me faire un genre de petit répertoire de noms, tout ça. Puis, je finis par... ça, c'était l'été où j'avais fini le cégep. Je m'en venais à l'université à Montréal pour poursuivre mes études. Puis, la vie étant la vie, Jacques déménage son école de lutte. Il avait commencé une école de lutte, je pense, au Pro Gym avant que j'arrive à Montréal. J'avais aucune idée, c'était Pro Gym, je connaissais rien. Je connaissais pas Montréal, je connaissais rien. Mais je savais que ce marché aux puces-là, il était proche de chez moi. Puis là, je tombe sur un article qui dit Jacques Rougeau déménage son école de lutte au marché. Je dis, attends, le marché 5 étoiles, c'est à côté pas loin de chez moi où j'habite à Montréal. Ben oui, c'est là. Fait que j'y vais. Puis c'est là que j'ai rencontré Jacques. Puis c'est même que j'ai commencé à en faire finalement. Fait que, il y a tout le temps eu là, ces interconnexions-là avec des gens. Et c'est un peu la même chose. Encore, ça se reproduit là. Avec le show, comme tu disais tantôt. Ben oui, si je descends pas chez mes parents, cet été, ma mère, elle me parle pas. Ah, tu viendras voir la lutte en novembre. Elle me parle pas de ça. Puis là, moi, je sais pas ce qui se passe. Puis, fait que c'est bien. Je prends tous ces signes-là comme des signes là, de positif, que je
que je suis ma voix, I guess, que c'est fait pour moi. Sinon, tu peux pas recevoir tous ces signes-là de gens qui connaissent quelqu'un, qui ont vu, ça te revient à toi, puis c'est comme, attends... C'est même qu'on voit que le monde est petit, là. Ben aussi, par contact, là, c'est fou. Puis ça, tout, tu sais, là, à cette heure, je sais pas si c'est plus facile, mais tu sais, il y a l'Internet, tu peux googler, tu peux, tu sais, là, dans ma chambre, là, quand je suis ado, il n'y a pas ça. Non, c'était un petit travail. C'est sûr que j'imagine qu'aujourd'hui, pour avoir des contacts, ça doit être plus simple. Parce que tu peux aller voir sur soit Facebook, ces pages de fédération, ou ils ont des sites web. Tu vas voir la Fed, c'est ça. En Abitibi, il n'y en a pas de Fed. À l'époque, peut-être qu'il y en avait à Montréal, mais il n'y en avait pas. S'il y avait eu de la lutte à Amos, c'est... j'ai arrêté dans un ring, c'est sûr. C'est officiel. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est officiel qu'on y serait allé. Au moins, on aurait été voir et on aurait demandé des... on aurait pu starter là. Mais il n'y avait pas ça, tu sais. Puis à moi, ça, je sais pas, ça a peut-être changé un peu, mais à l'époque, c'était, tu sais, là, mine, bois, tu sais, là. T'es encore pas mal ça. C'est encore pas mal ça, un skidoo, machin. Puis, tu sais, ça n'a jamais été moins ça, tu sais. L'identité culturelle est quand même plus présente, là, mais c'est vrai que c'est travail. encore très, très forgé sur sur les ressources. Puis tu sais, c'était pas moi, je me sentais pas bien, tu sais, dans ce genre d'environnement-là. Fait que je me dis, regarde, je vais aller faire des études à Montréal. Je vais découvrir dans ma tête de je vais découvrir le monde. À Montréal. Attends, il y a un McDo dans 24 heures. C'est déjà arrivé à moi. Ce n'est plus le cas. Je suis curieux, t'as fait des études dans quel domaine? Techniquement, je suis censé être professeur d'art plastique. Ah ouais, OK. Ouais. J'étudie en histoire de l'art, mais... évidemment, c'est la même chose. Mon prof, à l'époque, c'était Gilles Gravel. Je ne sais pas si... Oui, Gilles m'a enseigné aussi. Salut, Gilles. Salut, ben oui. Sa fille aussi, André. Salut. Oui. Et puis... qui est rendu responsable de la maison du tourisme. Ah, pour vrai? Ouais. Fait que vous devez parler un peu pour... On la connaît bien, On la connaît bien. C'est cool. Elle a été, c'est elle qui est à la tête du 100e d'Amos en 2014. Ah oui, c'est vrai, cette histoire que j'ai manqué. Ah oui? Il n'y a pas de lutte? Non, c'est ça. Et puis, j'ai fait après ça un deck en histoire de l'art. Puis quand je suis arrivé à Montréal, les premiers cours à l'université, j'étais comme... je savais pas trop où je m'en allais avec ça. C'était un peu... j'ai appris ça parce que c'était juste un peu différent de sciences humaines. Mais je savais pas trop où je m'en allais. Je voulais faire de la lutte, man. C'est ça son besoin. C'est ça que je voulais faire. Fait que c'est sûr que quand j'étais à Montréal puis que j'ai vu que l'autre, il faisait son école de lutte au supermarché, genre à 2 coins de rue de chez nous, j'étais comme, OK, mais fuck off. Fuck leur plastique. Je vais revenir faire de la pâte à modeler plus tard. Là. Je vais aller apprendre à bumper. Je viendrai. Je t'analyserai ton tableau là, plus tard. T'aurais pu utiliser ça dans ton personnage, par exemple, si t'as fait le discours sur un pro de l'art. Un peintre ou qui sculpte des bustes. Non, juste un prof d'art plastique. Non, mais ou un curateur de musée, tu sais, un petit curateur de musée dans les films, là, ils sont tout le temps un peu maniérés, fait que tu peux garder comme l'ambiguïté sexuelle, puis en plus, il est juste fucking fatigant. J'aurais pu. Mais les gens m'auraient détesté pour vrai. T'sais. Ouais, t'aurais peut-être été plate, c'était ça le problème. C'est ça. Non, mais le professeur d'art plastique avec son trousseau de clés autour du cou, là, en tout cas. Ceux qui sont allés à Amos, tous les profs avaient ça. Ouais. Après le pin, il dessine dans la face de ses lutteurs, il peinture. Il fait une toile. Il sort son lutrin et sa gouache, il regarde. Il appelle ça l'agonie à toutes les fois. Je pense qu'on tient quelque chose. Ouais. Ben écoute, c'est un peu long comme après-match, par exemple. Là, prépare-toi à avoir un lutrin, puis samedi. Tu vas voir 3 gars, ils vont dire ouais! C'est de la peinture! C'était un peintre lutteur! Immortalise-le! T'es-tu un peu artiste aussi dans tes loisirs? Ou Ben, tu sais, oui, j'ai cette fibre artistique-là, qui est dans tout, là, que ce soit la nourriture, tout ce qui touche là, aux arts, au goût, au sens. Je suis sensible à ça, mais j'en fais pas nécessairement une profession. Voilà, c'est ça. Une coupe de toile chez vous. J'ai des monnaies. Ah ouais? Non. C'était comme ça, OK. Crème, ça a bien été, la lutte? Finalement, c'est une bonne décision. Tu as quand même une bonne carrière, tantôt, de ce que tu disais. Tu as fait quoi? Tu as lutté avant de prendre ta retraite, ça faisait? 2000, on est sorti de la classe à Jacques 2001. 2000,
Non, 2012. Avant ou après les attentats? C'est ça, c'est là-dessus que je me brasse. je sais que c'est super lugubre, mais c'est exactement à ça que je pensais. J'étais comme, attends, quand je suis sorti, les tours, t'es-tu debout? Non. Les tours, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais pas encore commencé. Fait que c'est peut-être 2002-2003. Okay. Je venais d'arriver à Montréal. Le 11 septembre, je m'étais pogné un appart. Et puis, genre, j'avais rien dans cet appart-là. J'avais un sleeping puis un téléphone, là, that's it. La base. Ben oui, écoute, un beau bachelor. J'arrive à Montréal, tout seul, sans salle à l'université, faire de la lutte, tout mêlé. J'avais une télé, j'ouvre la télé. Un avenir assuré. Man, les tours, puis tout, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, je me suis concentré sur la lutte. Ça prend peut-être 2 ans. Fait que 2003, je dirais, le début de la carrière. Okay. Puis, le temps de se faire un nom, de se perfectionner, tout ça. J'ai commencé à être régulier 2006 jusqu'en 2012, 15. OK, quand même. Non, 12, mettons 12. Puis ça fait genre 6 ans, 8 ans que j'ai arrêté, tu sais, semi-arrêté. Tu fais des combats surtout à Montréal ou tu t'es promené un peu? Ah, on s'est promené un peu, ouais. Techniquement, il y avait la Fédération de lutte québécoise qui était la fédération qui appartenait à Paul Leduc. J'ai été champion là. Il y avait la fédération à Mauricie, la FCL, Fédération canadienne de lutte, qui était détenue à l'époque par Régent Desaulniers. J'ai été champion là aussi. J'ai eu des matchs là en Ontario, puis un peu partout au Québec. Fait que dans le fond, ce que tu faisais, tu te mettais sur le roster de tout le monde, puis tu faisais le plus de combats possible. C'est un peu là, comme ça que ça fonctionne. Si t'es passionné, là, puis c'est parce que la lutte, ce qui arrive, c'est le monde compare ça des fois, mettons, comme au hockey, mais c'est parce que le hockey, t'as tous les organismes qui chapeautent tout ça. Tu as Hockey Québec, t'as tout ça. Lutte Québec, pas si fort. La lutte, c'est en même temps, Hockey Canada, je sais pas. Non, c'est sûr que je suis pas allé là. Mais c'est sûr. Mais tu sais, il n'y a pas cet encadrement. La lutte, c'est un peu pris un peu à la légère. Le monde aime ça, mais depuis qu'il y a eu, tu sais, là, genre 2010, mettons, là, ça commençait à sortir. Là, il y a eu plein de reportages, de documentaires qui donnaient, tu sais, là, tous les secrets, tu sais, des lutteurs, un peu comme, tu sais, tous les magiciens. Là, ils disaient, tel tour, c'est comme ça. Parce que, ce documentaire-là, j'oublie le nom, là, mais il y avait des lutteurs masqués. Puis il disait, oui, mais regarde, ça, quand ça arrive, c'est parce que c'est fait comme ça. Il montrait. Comme le magicien masqué, mais genre en version lutte. Ah, ça, j'avais pas vu ça. Okay. J'essaie de me rappeler le nom. Faudrait que je google, mais j'oublie. Mais c'était exactement la même affaire. C'était des lutteurs masqués. Puis là, c'était sur 3-4 épisodes. Puis, sur YouTube, là? Là, c'est sûr qu'on peut les trouver sur YouTube. Mais j'oublie le nom, là, mais... Puis, tu sais, là, il disait, quand vous les voyez saigner, c'est parce qu'ils font ça comme ça. Quand vous les voyez, tu sais, telle affaire, parce qu'ils font ça de même. Puis ça a tout, tu sais, scrappé, là, le restant de magie qu'il y avait. T'sais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mettons, les fans qui suivent la lutte savent tout ça, embarquent pareil, parce que maintenant, ils acceptent que c'est un show. Puis que... non, mais c'est ça, c'est qu'à partir du moment que tu acceptes ça, tu sais, moi, j'ai... C'est pas important. Le monde, tu sais, le monde sont genre, c'est fake. Non, attention, c'est pas fake. C'est scripté. C'est pas fake. Sinon, tu tuerais. Non, mais... tu sais, c'est parce que quand tu te loues un film, man, je veux dire... Tu sais bien que Rambo, il n'a pas tué 4000 Vietnamiens pour de vrai. C'est scripté. Mais il a tué juste un. C'était une erreur. mais tu te laisses embarquer. Quand tu te mets un film, tu te laisses embarquer. Quand tu vas voir une pièce de théâtre, tu te laisses embarquer par le jeu des comédiens. C'est la lutte. La FLQ, ça disait, il y avait le slogan de la fédération, c'était du théâtre extrême. J'ai toujours trouvé que c'était une bonne connotation. Là, c'est du théâtre extrême. Fait que, à partir du moment que tu acceptes, c'est comme n'importe quoi. Hein, c'est comme, je sais pas, l'astrologie ou ceux qui vont lire les lignes de la main. Si tu y crois pas à ça, si tu vas voir une madame qui te tire les lignes de la main, tu y crois pas, puis c'est pas le fun, puis tu t'en calisses. Ça m'a coûté 50$ d'évidence. Puis tu veux juste y donner tort. Mais si tu te laisses embarquer, puis tu joues, puis que ça te tente, ben, c'est toi. Fait que c'est la même chose que du théâtre ou un film. Oui, parce qu'il y a quand même un peu deux branches. Là. L'improvisation, c'est du théâtre aussi. Puis la lutte, moi aussi, je vois ça comme du théâtre là, extrême, où là, c'est physique. Fait que les deux touchent un peu au sport, parce que l'impro a été beaucoup avec... avec la LNI, a été beaucoup axé sur le hockey, surtout au Québec.
C'est ça. Il y a beaucoup. En Europe, il y a du catch impro qui font. Ils s'inspirent de la lutte. La lutte, c'est beaucoup d'impro. Souvent, moi, mes matchs, puis parce qu'évidemment, quand tu commences, tu vas planifier ton match avec ton adversaire. Puis ça se passe comment? Le manque d'assurance, mettons, quand tu es une recrue, tu penses pouvoir tout contrôler. Fait que tu t'arrives au show, puis là, à soir, bon, un tel lutte contre un tel. Parfait. Là, tu checkes tes affaires, tu vas voir le gars, et tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que, fait que souvent, ce qui va arriver, en tout cas... Le soir même? Oui. Tu vois, samedi, j'ai aucune idée là, de ce qui va se passer. Moi, je veux juste défendre Amos là, puis, avec ma peinture, puis check-moi bien. Puis avec ma gouache puis mon aquarelle. Puis ce qui va, là, c'est que ce qui va arriver souvent, c'est qu'on a le début qui est planifié par le scripteur du match parce qu'il veut qu'on mette en place telle affaire, tel événement qui va arriver. C'est pour la raison que un tel va venir ou c'est pour ça que tu vas gagner. OK, cool. Puis la fin. Entre les deux, c'est du ad-lib. On colle les choses. Mais sauf que quand tu commences, quand tu es jeune, le ad-lib, c'est pas le fun. Là, parce que puis moi, ça m'arrivait au début. Je voulais contrôler ça. J'aime être en contrôle de mes affaires. J'allais voir des vétérans. Puis là, non, fais-toi pas le kid. 2-3 close lines, machin. Tu me suivras. Tu me suivras. Ça veut dire, il te prend, puis il te call on the spot. Ça dit, genre, là, il te ramasse, puis il dit, OK, je te swing par-dessus la 3. OK. Fait que là, tu le suis. Tu n'as pas le choix, tu y vas. Puis, sauf que quand tu commences, tu veux pas ça. Tu veux tout contrôler de A à Z, chaque move, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas parce que c'est trop. Il va arriver, puis ça laisse place à cette improvisation-là. Ça laisse place à plus de naturel aussi, parce que. Tu réagis quand à ce qui se passe. Ben non, mais c'est ça, c'est de la réaction, Il arrive un fuck-up. Il faut pas que tu. Quand je dis un fuck-up, là, j'étais censé te faire une telle prise, puis je sais pas, l'autre il a glissé ou moi j'ai glissé, puis on est tombé, on a il faut pas que tu t'arrêtes, il faut que tu sois capable, on the spot, de faire non, mais regarde, on se reprend, puis on continue d'autres choses, tu t'enchaînes, À partir du moment que tous tes moves sont faits, tout ton match est de A à Z, ben si mettons, moi ça m'est arrivé des commotions dans le ring, tu vois noir, tu vois des points noirs, tu oublies. Puis l'autre, il te dit là, c'est le spot de telle affaire. T'entends des sons, t'entends les oreilles. Là, je sais pas ce qui se passe, man, juste fait d'autres choses. Fait que, il y a beaucoup d'improvisation. Moi, j'aime ça, cette improvisation-là. Puis l'interaction avec la foule aussi, quand tu es capable d'aller chercher le crowd, puis que tu te fais envoyer chier, genre par. Là, c'est juste pas comme un verre de monde samedi. Mais. C'est sûr que samedi, avec ma peinture, je vais sûrement être gentil. Là, je vais essayer je vais essayer de les faire réagir gentiment. Puis t'avais arrêté pour quelle raison à ce moment-là? C'est c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as eu un choix à faire, ou soit tu continues la lutte, ou soit tu avais un emploi qui était... non, c'est ça. J'avais une offre d'emploi. J'étais... Il avait perdu son téléphone et sa TV. J'étais rendu avec un divan. Là, je m'étais acheté un divan. Puis j'étais... J'étais avec ton slip. genre. Il appelait ça un divan-lit. Puis, non, c'est ça. J'étais en hôtellerie, puis on m'a offert un bon poste avec un bon salaire. Puis à l'âge que j'étais un peu plus vieux, puis les blessures, puis ça, je me suis dit, regarde, je vais donner une go là-dedans. Fait que, c'est pour ça. Que les blessures, c'est fréquent, c'est quand même fréquent, justement, après un match. Quand même. À différents degrés, mais... C'est juste avoir mal au poignet, avoir mal au pied, avoir un... Rarement que tu te sors d'un match top shape. intact. Là, il va tout le temps avoir quelque chose. Tout le temps. Quand tu parlais de ça tantôt, je me venais à la question. T'as-tu une assurance spéciale quand t'es lutteur? Nope. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Il n'y a pas une assurance comme, puis genre, ça va te prendre une assurance invalidité. Qu'est-ce que tu pitches en bas d'un lit? Que dalle. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que si les employeurs savent que tu fais... Parce que c'est considéré extrême, c'est la même chose que quand tu veux, mettons, tu veux aller dans le sud, puis tu as des assurances voyage, mais ça marche pas si tu fais du parasailing. C'est la même affaire. Là, les employeurs, comme je disais tantôt, si tu casses une jambe et tu n'es pas capable de rentrer pendant 3 semaines, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Là. Moi, c'est pas vrai que je vais te payer. On a que dalle. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de fédération qui chapeaute tout ça.
un peu à la bas comme je te pousse. Là. Faut vraiment être passionné, puis faut vraiment avoir ça dans le sang. Puis malgré tout, comme tu dis, la lutte, la popularité part, revient, c'est pas facile, c'est pas encadré, mais il y a toujours plein de passionnés pareils. C'est ça qui est... C'est comme nous, hein, je pense qu'on a toute cette passion-là, puis c'est inexplicable. Je sais pas, ça nous a peut-être marqué l'imaginaire quand on était enfant, voir les gentils, les méchants, c'est comme des super-héros pour vrai. Les Hulk Hogan, là, quand t'as 6 ans, là, le gars, man, c'est impressionnant. 6 pieds 8, j'en orange. Aujourd'hui, il est décevant. Prends tes vitamines, puis tout. Man, je suis comme, OK, man, prends tes vitamines. Je vais prendre mes vitamines. Man, il y en a mangé en esti, check-les. Il est le même. Il en a mangé des vitamines pierre à feu. Ouais, les pierres à feu. C'était qui les lutteurs à ton époque, quand tu étais jeune? Moi, ça a commencé là, dans la rock and wrestling era. Les Roddy Piper, Hulk Hogan, puis c'était WrestleMania 3, je pense, avec Mr. T, Cyndi Lauper, toute l'arrivée de MTV, tout. Fait que c'est sûr j'ai accroché à ça. Après est arrivé là, les 90 avec Taker, Shawn Michaels, Triple H, DX, tout ça. Moi, ça c'est plus c'est là que j'ai commencé à suivre. Moi, c'était Sting. Mon lutteur, c'était Sting. Il avait un bat de baseball, je le trouvais bien nice. Sting était cool avant. Parce qu'avant son bat de baseball, il était un surfeur blond. Ah oui, c'est ça. Hein? Avec son maquillage bleu. Avant de Crow, là, dans le fond. Oui, c'est ça. Avant son virage Crow, il y avait des couleurs fluo. Il était cœur. Oui, c'est vrai. J'aimais bien. C'est WCW 85, 86. Ouais, ben même ça t'a fait longtemps parce qu'il est arrivé en Crow contre la NWO. Fait que c'est genre 93, 14. Mais il y a eu une transition, parce qu'à un moment donné, il était encore maquillé, tu as raison, mais il était plus surfer bleaché blond. Il avait les cheveux bruns, mais il était encore maquillé. Okay. Puis il y avait sa transition tranquille vers le personnage. Il a été, je pense, 1 an à pas dire un seul mot. Tout ce qu'il faisait, il apparaissait au WCW. Des rafters. Dans le plafond. Il n'y a pas un crise de mots. Tout le monde se passe. C'est que c'était hot. Ouais, c'était bon. Les lumières fermées, puis il apparaissait sur le stage, puis il donnait un coup de baseball. Il y a des gimmicks comme ça, genre, qui sont vraiment outlandish. Il n'y en a pas grand monde qui réussit à en lander. Il y a Taker qui le fait. Il y a Bray Wyatt aujourd'hui qui réussit à en camper un. Puis Sting, il y a Bray qui essaye. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner, celle-là, mais c'est sûr aussi que l'arrivée là, de tous les médias sociaux, tout l'Internet, tout ça, c'est peut-être un peu plus difficile. Taker, en 1980, là, quand je sais pas, 8, 6, là, quand il n'y avait pas de... les trends sont instantanés. Il n'y a pas de dirt sheet, il n'y a pas rien. Tu sais pas à quoi tu as affaire. Tu arrives à l'aréna, tu fais comme, attends, s'il y a un mort vivant, les lumières se ferment, il y a des éclairs mauves, il se passe quoi? C'est quoi si je mets mon laser dans ses yeux? Là, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de... Mais il était bon parce qu'il a gardé le kayfabe même jusqu'à sa retraite. Quand il a fait, le jour qu'il a annoncé que sa retraite était prise, là, c'était les interviews, là, c'était les sorties dans les médias, là, les cassins. Tout à fait. Mais pendant 30 ans, c'était silence radio. Pas un mot, il n'aimait pas ça. Je sais pas si... C'était le kayfabe. S'il voulait juste garder le personnage. C'était juste, dans ma tête, je garde le kayfabe jusqu'au bout. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je revenais, je repasse encore à Sting. Puis, tu acheté une voyelle? À TNA, c'était comme quand il est revenu, là, c'était plus de Crow, il était rendu style Joker un peu. Là. Parce que il surfait sur le film Batman, puis Heath Ledger. C'est vrai, il se maquillait tout avec les lignes rouges. J'aimais cette version-là. Je suivais pas assidûment cette fédération-là, mais vu que c'était Sting, je l'aimais bien aussi. Fait que, moi, je l'aimais bien cette version-là. Qu'est-ce que tu penses de la AEW actuellement? Je trouve ça cool. Je trouve que c'est une belle alternative aux produits de la WWF. Le proprio, outre avoir des ressources financières, le fun, c'est un passionné. Fait que ça, en partant, ça aide. Là. Est-ce que il est plus homme d'affaires que fan? Un fan avec des moyens. On appelle ça un mark. Là, un fan qui veut s'impliquer dans la business mais qui ne sait pas comment. Est-ce que sa passion, vu qu'il y a des sous, est-ce qu'il fait ça pour les bonnes raisons? Je sais pas trop. Là, il y a eu toute la drama avec CM Punk récemment, puis tout ça. Je veux dire, comment ça peut se produire? Tu as fait... en tout cas, ça c'est moi, là, mais tu es un professionnel, tu es une organisation professionnelle, tu fais venir le gars,
pendant 1 an, man, c'est son comeback, ça fait 8 ans, 6 ans que le monde gueule CM Punk depuis qu'il est parti de la WWF. Il revient, c'est un moment de télé incroyable. J'ai vu ça, je le regardais à la télé, j'avais des frissons, j'ai comme, oh shit. Puis il revenait à Chicago, tu sais. C'était écœurant, la foule de Chicago, parce que le gars, il vient de Chicago. Ouais, c'est ça, il est chez eux, puis le Chicago à lutte. C'est un peu comme moi, là, dans 4 jours, là, puis à plus petite échelle. Et puis, il revient, puis là, t'as la plus grosse attraction de la lutte, et tu sais, et fast forward 1 an plus tard, là, il est fired ou il est suspendu, il y a de la bataille dans la... Je veux dire, comment ça peut arriver? T'es-tu une fédération? Il s'est battu contre tes vice-présidents. Ben non, mais c'est ça. Faut le mentionner. Il a donné de la merde à des lutteurs qui sont aussi sur le panel qui prennent des décisions. Je veux dire, t'es-tu une fédération de ligue de garage, de ligue de bière, ou t'es professionnel? C'est sûr que ça, mais c'est une belle alternative. J'aime le produit. Ça donne une chance aussi à certains de... Parce qu'évidemment, quand tu as le monopole, peu importe l'entreprise, quand il y a un monopole, quand il y a juste une place, tu n'as pas le choix, tu te conformes, puis il faut que si tu veux aller là, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis quand ce monopole-là prend des décisions un peu weird dans les dernières années, là, tu fais OK, mais là, il y a une autre alternative. C'est ça. Fait que, ça, je trouve ça le fun. J'ai pas. La place des lutteuses aussi, tu sais, il y a quelques années, ils ont commencé à un peu plus valoriser la place des femmes dans la lutte plutôt que de les objectiver. Tout à fait. Est-ce que tu as l'impression que c'est un pas dans la bonne direction? J'imagine que c'est pas une finalité, c'est encore un peu... J'imagine que c'est ça. Là. J'imagine que comme la société, tout évolue. Moi, à partir du moment que tu es capable de performer, peu importe ton background, si tu es capable de faire réagir la foule, tu es capable de prendre les bombes, tu es capable de suivre les autres dans le ring. Moi, je veux dire que peu importe la couleur, le sexe, je veux dire, si tu as la passion, fais-le, fais-le, puis je suis content. Parce que c'est sûr qu'à l'époque de Vince, la Attitude Era, les années 90, je veux dire, oui, il y avait des femmes là, mais je veux dire, c'était pas... Ils les mettaient dans de la boîte, littéralement. Non, là, c'est ça, c'était pas ça, là, je veux dire... Ça passerait jamais en 2022. Là, Non. Il y a quand même eu des bonnes lutteuses qui sont sorties de là. On parle de Lita, on parle de Trish. Trish n'a pas été bonne au début, mais elle est devenue bonne. Fait. Non, mais c'est sûr. Mais elles ont été... Oui, elles avaient du talent, ces deux-là, tu as absolument raison. Mais tu peux checker sur YouTube. Trish, elle jappait comme un chien. Là, ouais, je me souviens, ouais. Ouais. Ça doit être chic. Tu veux revoir ta job, jappe comme un chien dans un ring. Où, genre, il y avait une scène, il y avait un Raw qui avait commencé. Je me souviens, j'étais un ado, puis j'avais trouvé ça bien cool, là, mais... Vince rentrait dans le vestiaire des femmes, elle se retournait, puis elle allait échapper sa serviette, puis il était juste comme God damn! C'est une bonne imitation. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Fait qu'elles étaient bonnes, mais je veux dire. Il n'était pas encadré. Puis Vince, c'était à lui, tu sais. C'est sa bébelle depuis les années 80, là, depuis qu'il a racheté de son père. Fait qu'il fera bien ce qu'il veut, il n'était pas content. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu veux ton chèque de paye, parfait. À soir, ce que j'ai pour toi, c'est que tu es bonne, tu es la championne, mais tu as des grosses boules. Fait que tu vas japper comme un chien, puis moi, je vais être à côté de toi, puis je vais être excité. Donner ton chèque. Bro, on est où, là? Aujourd'hui, des Becky Lynch, des Charlotte Flair. Non, là, ça, on est ailleurs. C'est sûr que ça, on est complètement ailleurs. Bayley, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à vraiment lui donner quelque chose pour elle, parce que ça n'a jamais marché. Non, ça a marché beaucoup. Elle est forte, là. Ouais, avant, là, elle était blessée genre 1 an. Elle vient de revenir, ça fait pas longtemps. Avant qu'elle se blesse, je trouvais qu'elle avait atteint l'autre niveau. Là, avec Sacha, dans le fond? Ou après Sacha? Après Sacha. En même temps, là, ce bout-là avec Sacha, puis quand ça... Les bonhommes. Ils ont été elle a été double champion pendant un bout, pendant les temps avec Sacha. Ouais, ça, c'était bon. Je la trouvais... Parce que c'est ça, au début, quand elle était face, là, quand elle était gentille, puis qu'elle était funny Bayley, là, tu sais, avec des high-fives. Le hugger, ouais. Non, c'est ça. C'est sûr que c'était so-so. Là. Mais ça marchait à la NXT. Tu sais, dans un plus petit environnement, il y avait comme le fanbase, c'était cool. Le public enfant aussi. Il y avait la fille qui était là, aussi tout le temps de la petite jeune, qui avait tout le temps les matchs, que Sacha chiait dessus à un moment donné, puis ça a fait comme tu fais What? C'est ça. C'est ça l'affaire, ça c'est important aussi, tu sais, l'environnement dans lequel tu performes, tu sais. Parce que c'est sûr que si tu performes dans un endroit plus petit, puis que c'est tout le temps les mêmes fans qui reviennent, ils développent une certaine connexion avec toi, ils te connaissent. En per se, là, ils te voient, ils savent tes moves, ils vont embarquer dans tes catchphrases, ils vont embarquer dans, ils vont te coller les shots. Tu peux dire, moi, dans le ring, je parle beaucoup, là. Fait que tu peux parler aux gens, ils t'entendent, ils te répondent, puis ils aiment ça, j'ai interagi, j'ai fait une joke, ils m'ont entendu, whatever what.
Mais tu peux pas faire ça quand tu luttes. Ben, ça m'est jamais arrivé, là, mais je sais que tu peux pas. 100 000 personnes à Dallas. 100 000, c'est ça, 100 000 personnes à Dallas, tu parles pas à personne. Il y a tellement de bruit, c'est tellement de monde. Fait, il faut que tu performes différemment. En fait, ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est de faire voir à la personne qui est assise au dernier siège en haut, il faire ressentir ce qui se passe dans l'arène. Fait que, la gestuelle, c'est super important. Si, mettons, je sais pas, il t'a tiré les cheveux, mais faut que tu fasses, là. Faut que tu fasses le move. Tu montres aux gens, hey, il m'a tiré les cheveux, bandit. Si tu prends pas le temps de faire cette connexion-là avec le public, le monde, ça va aller trop vite, ils vont perdre l'intérêt, ils vont dire, il se passe quoi, ça va trop vite, il n'a pas fait, là. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de faire comprendre aux gens ce qui se passe. Puis, plus ton personnage va être toi, plus ça va être facile de le faire ressentir. T'sais, si, mettons, tu arrives dans une fédération, puis le gars, il dit, tu sais, moi, je connais, on parlait tantôt, les skidoo, je connais pas ça, les mines, c'est pas moi, je suis pas un gars de bois. Mais si j'arrive dans une fédération, puis le gars me dit, moi, j'ai besoin d'un chasseur. Tu sais, là, ta gimmick, c'est un chasseur. Tu viens de l'Abitibi. Tu viens de l'Abitibi, puis tu vas parler de mécanique. Dude, ça marchera pas. Je te le dis tout de suite, là, ça marchera pas, man. J'ai un tournevis et un marteau, tu sais, that's it, là. J'ai un bac en histoire de l'art. Je peux pas aller plus loin que ça, là, tu sais. Et non, mais fait que c'est sûr que, tu sais, puis le gars, tu sais, mettons, t'arrives dans une grosse fédération, et le gars, il veut son chèque, tu sais, il veut être payé, il veut faire ce qu'on lui dit de faire, c'est son emploi, tu sais. Fait que le gars, il fait ce qu'il peut, mais ça marche pas. C'est sûr, ça connecte pas. S'il a demandé d'être un chasseur, il connaît pas ça, man. Tandis que, tu sais, si il me demandait, mettons, tu sais, d'être un arrogant qui peinture, là, ça, je connais ça. Ça, je pourrais faire ça, avec facilité. Il donne tout le temps une toile de son adversaire, puis il casse sa tête. Ça serait bon. Ça serait bon, tout le temps. Ce que tu décrivais du lutteur qui se fait donner une gimmick puis que ça marche pas, c'est comme l'histoire de Baron Corbin. Ça. Baron Corbin? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le monde n'embarque pas dans ses affaires, me semble. Ça marche pas bien. Ouais, il est pas charismatique, je pense que c'est ça qui arrive. Là. C'est un heel, il devrait avoir, mais le monde, ils sont juste encore lycée. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il est un peu... il est un peu fade. Moi, je trouve qu'il fait du bon boulot, dans le sens où... C'est un bon lutteur, hein? Il blesse personne. Il fait ce qu'on lui demande de faire, tu sais, sa gimmick de pauvre à Las Vegas. Tu veux que je fasse un pauvre parfait? Ça a été son meilleur move récemment, mettons. Il fait ce qu'on lui dit de faire, il ne rushing pas, il est là, tu sais. C'est un bon worker, c'est un bon travaillant, mais tu sais, il est un peu, effectivement, là, tu sais, là, fade. Il n'y a pas rien qui va... Tu as beau changer la gimmick, mais c'est pas parce que tu changes la gimmick... Ouais, il y a un gag qui run beaucoup dans un des shows de nouvelles que j'écoute souvent. Là, il appelle le Vortex de Baron Corbin. Là. À chaque fois que quelqu'un commence à être hot, il le met dans une histoire avec Baron Corbin, genre pour continuer à les builder, puis ça fait juste... ça enlève la vie du lutteur, tu sais, genre... C'est un peu vrai. Shinsuke Nakamura, il s'en allait super fort, comme Baron Corbin. On s'en fout. Il vient de revenir, là, ils ont ramené la JBL. Ouais. Ils ont ramené JBL, puis dans une promo, Corbin avait perdu un match encore. Et puis après la promo, tu le vois backstage, là, il est pas content, il est piste. Puis là, tu vois la limo de JBL qui débarque. Tu vois pas JBL, mais tu vois juste la fenêtre qui descend, puis tu entends genre, il t'arrive quoi, toi? Viens, embarque, je vais te guider, moi. Puis là, tu fais le lien que la semaine prochaine, il va être avec JBL. Comme de fait, JBL, ça, c'est John Bradshaw Layfield. John Bradshaw Layfield, le Texan, riche homme d'affaires du roi du pétrole. Qui passait d'un gambler aux cartes à un grand riche homme. Et puis, la semaine d'après, effectivement, la musique à JBL est partie. Puis là, mon nouveau poulain, Baron Corbin. Le Corbin débarque encore avec une nouvelle gimmick, mais toujours The New Wrestling God. Toujours aussi fade. Toujours aussi fade. Toujours aussi fade. Puis il a battu Dolph Ziggler, qu'on n'avait pas vu à TV. Ça faisait un nasty de bout en 3 minutes. Ouais. Pauvre Dolph, man. Ouais. Dolph, il essaie de s'en aller souvent en plus. Il voulait faire de l'humour plus que de la lutte pendant un bon bout. Ouais. Puis, Dolph, en tout cas, je le connais pas personnellement, mais il semble avoir une attitude. Tu sais, là, les. Au-dessus des affaires, ouais, mais tu sais, genre. Si ça marche pas comme je veux, genre, je vais m'en aller. Ou, Ouais. Fait du chantage. Parce qu'il puis tu sais, avec les médias sociaux, il était bien actif. Moi, j'ai arrêté comme de. Je veux dire, je follow beaucoup de lutteurs. Ouais. Lui, Dolph, j'ai arrêté. C'était tout le temps du négatif. C'était tout le temps, genre, poster des affaires, genre. Je veux faire de la comédie. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il voulait faire vraiment du stand-up. Puis tu sais, techniquement,
Genre, à un moment donné, il avait fait un show de stand-up, puis il disait, ah bon, tu sais, quand tu es apprécié à ta juste valeur, il te donne un main event, contrairement à d'autres places. Tu sais, il laissait plein de sous-entendus de même. Là, je suis comme, OK, mais regarde, enough. Oh shit, ok. Ah, ça expliquerait pourquoi il est dans ce coin, dans le coin de la carte qui est là aussi. C'est pas impossible. Parce que c'est un Christ de bon lutteur, tu sais. Je trouve qu'il me fait vraiment beaucoup penser à Shawn Michaels. Là. Comment il sell, comment il vend ses affaires. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, mon observation de Dolph, ça a tout le temps été justement son gros problème. Il n'a pas été capable de faire cet extra move-là de personnage pour se dissocier de Shawn Michaels. Il a trop été Shawn dans tout. T'sais, il avait la même attitude, il avait les mêmes moves, le super kick. Quasiment les mêmes leggings. C'est ça, le même gear, le même tout. Pendant des années, je dis à Dolph, man, trouve-toi ton truc à toi, man. Garde tout ce que tu as là, c'est parfait. Fais juste rajouter parce que tu es trop chante. Puis il t'écoutait pas? Non. Je le tweetais. Je dis, Dolph, j'ai un divan-lit, on va en parler. J'ai un téléphone, j'ai un lit, j'ai un slip. Appelle-moi. Puis, je on parle en liaison de Dolph Ziggler, mettons pour partir de là. T'as-tu lutté contre des gros lutteurs américains? T'as-tu lutté contre de la grosse pointure? Non. J'ai été sur des cartes avec beaucoup. Il y a une fois, attends, que je pense contre qui j'ai lutté. Non, pas des gros noms américains. Des gros gars, mais pas nécessairement des gros noms. Des gros américains, oui. Des gros noms, non. Il y avait un show à un moment donné, puis c'était à mes débuts. C'était à Verdun, puis j'étais encore avec Jacques à l'époque, puis il avait fait venir les Road Warriors. Oh shit! Ouais, Hawk puis Animal. Encore une fois, j'étais starstruck là, complètement. J'étais comme, attends, je suis dans le même vestiaire que Hawk puis Animal. Et puis, OK, c'est les années que Hawk s'en venait fucké. Ça n'a aucun bon sens ce qui se passe. Ben, puis ce show-là, c'était le samedi, c'était à Verdun, puis le lundi à Raw. Parce que je sais pas ce qui était arrivé, man. Pas vrai. Je sais pas si Jacques, il avait screwed les Road Warriors parce qu'ils étaient à la E. Tu sais, puis quand tu pognes des bookings indie, et tu demandes la permission au boss, le boss a dit OK, ouais, tu peux y aller, mais fais pas mal pareil, toi. Tu sais, t'es champion, mettons, tu sais, t'es champion du monde à la télé, à Raw. Tu sais, tu peux pas aller perdre contre San Francisco avec ses peintures. Ça marche pas, là, tu peux pas faire ça. Tu sais, fait que les boys ont cette responsabilité-là. Tu sais. Puis le match, c'était les Road Warriors contre Jacques puis quelqu'un d'autre. C'était un tag match, je me souviens pas c'était qui. Puis les Road Warriors, c'était censé, oui, tu sais, genre, en tout cas, oui, vous allez aller over, il n'y a pas de problème. Tu sais, vous allez être over, ça veut dire que tu vas gagner. Puis dans le match, il est arrivé un fuck-up. Puis legit, je sais pas si c'était prévu, un screw job ou quoi, mais les Road Warriors n'ont pas gagné. OK? Et là, c'est backstage. Là, ils reviennent. Tu sais, nous, moi, j'étais encore là. Moi, j'avais eu mon match là, avant. Ça, c'était le main event. Puis là, ça rentre dans le vestiaire, ça sac. Rougeau, you son of a bitch. Là, je suis comme, attends, moi, je suis là, j'entre les deux. Je voulais prendre une photo. Tu sais, j'étais comme. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là, man? Et puis, ça, en tout cas, les trucs se terminent. Puis, ça, c'était le samedi. Puis, lundi à Raw, ils ont perdu les tag belts contre Kane puis RVD. Puis mes amis qui étaient au show, ils me textaient ce lundi-là. Ils étaient comme... C'était à Montréal aussi? Non, le Raw, il était reparti. Là, je ne sais pas c'était où. Ils me textaient, attends, ça c'est les gars. À Raw, on les a vus samedi, ils ont perdu, puis là, ils sont à Raw, puis ils perdent. Puis c'est à partir de là, après ça, je pense que les Road Warriors ont comme fadé out là, de la WWF. Mais, fait que j'ai partagé le ça avec eux, avec qui? Jake the Snake, Brett, au Parc Jarry. Ah ouais? Bret Hart? Oui. Il y avait un show au Parc Jarry, organisé par Jacques. Mais je ne luttais pas ce show-là, je commençais encore. Là, mais il était là. Ouais. C'est cool quand même. Comme des bons. Ben oui. Quand même. C'est pas mal de headliner de la soirée, Bret Hart, j'imagine. Ouais, oui. C'était ça. Il a commencé la soirée. Il servait des hot dogs. Il a réchauffé la foule. Il faisait moitié-moitié. Il y a quand même pas mal de lutteurs assez reconnus qui sont passés à Amos.
sais. On disait, toi, tu parlais de... Ouais, ma tante avec André the Giant au Café du... Café du Quai. Café du Quai. Ouais. Il y a Édouard Carpentier qui est passé très souvent. Puis il y avait pas Manon aussi qui avait une photo avec un lutteur... mais là, j'ai passé l'anecdote, mais elle aussi, elle est comme d'un bras à Hulk Hogan ou je sais pas quoi, là. Hulk Hogan en région? Ouais. Je serais étonné, mais ça se peut. Il me semble que j'avais vu passer des découpures de presse comme... Mais, Parce que Hogan est déjà passé à Montréal puis il avait perdu contre Rougeau, puis Rougeau, il en parle tout le temps. Ouais. Mais que c'est venu en Abitibi, je vous dirais, comme j'ai un doute, là, mais... Faudrait que je vérifie, mais ouais, il y avait comme quelque chose. Mais... Ça se peut que c'est une grosse pointure, ça, c'est pas étonnant. Surtout dans les années 80, dans les années des territoires. Ouais, c'est ça. C'est ça, l'aréna, ça se remplissait tout le temps, puis c'est fou quand même. Là. Puis là, il y a... C'est-tu plus populaire avant la lutte ou c'est encore c'est plus populaire aujourd'hui? C'est sûr qu'avant, le monde, il pensait... Le divertissement n'était pas la même affaire. C'était un sport, c'était beaucoup plus un sport. Ouais, c'est ça, exact. C'était arrangé, mais personne ne le savait. Fait qu'au forum, quand il y avait Édouard Carpentier contre je sais pas qui, c'est sûr que le monde, ça remplissait le forum, chapeau. C'est comme la boxe, man. Comme, là, c'était l'événement, on courait ça. À un moment donné, ça s'est mis à... C'est pour ça que nos grands-parents, je pense que c'est pour ça que ça reste dans les gènes, puis ça se transmet. T'sais. Les gens, ils sont... j'écoutais la lutte avec mon grand-père, parce qu'à l'époque, c'était vrai. Puis là, ça se transmet de génération en génération. Puis, mais sauf que là, l'affaire, c'est que évidemment, il n'y a plus personne qui pense que c'est vrai. Mais... C'est comme là, OK, là, les plus vieux, ils font comme à cette heure, on sait bien, les goalers sont padés comme 10. Ouais, c'est ça. C'est qui fait qu'un casque. Pourquoi la palette n'est pas droite comme dans le temps? Tu sais, quand on est allé à... C'était quoi, c'était en 2018, 2017, quand on est allé voir le Raw? Ouais, ça doit être 2018-2019, ces années-là. Avant la pandémie. Un des derniers Raw qu'il y a eu à Montréal avant la pandémie, dans le fond. Là. Ouais. C'était quand même... C'est comme un cirque, mettons, là, tu sais. Ouais. Tu vois comme des gros noms passés, il y a des tunes que t'aimes. Le show est un petit peu long parce que là, c'est de la TV puis il y a plein de temps mort un peu étranges. Ouais, mais ça j'ai jamais compris. Tu sais, il aurait pu avoir l'animation. En fait, de quoi? C'est comme full éclairé. Là, OK, on les live, puis là, pouf, tout devient noir. En ce moment, on attend parce qu'il y a une pub de Taco Bell. Ouais. Les lutteurs se font headlock puis ils bougent plus. T'es comme ça. Voyons. Ouais, c'est ça. Bougez. Ouais, c'est ça. Non, c'est la pause. C'est la pause, maintenant, c'est ça. Mais les live events, tandis que versus les live events qu'on avait été voir, toi, t'étais pas venu à Toronto, non. Hein? Ça, c'était vraiment... Ouais, là, en plus, Triple H qui se pointe sur le show parce qu'il se met en forme pour son match à WrestleMania. Tu fais comme... tabarnak! Ça aurait été écœurant. Ouais, puis... Non, les hors-shows, il y a beaucoup plus de liberté. Ils pratiquent, ils font des tests, ils improvisent beaucoup plus. Évidemment, quand tu es à la télé, tu es rodé au corps d'auto. L'équipe de prod, même toutes les bébelles. La mise en scène, les bébelles, sont-tu là pareil dans les hors-shows? C'est vraiment plus petit. C'est vraiment plus sobre. Il n'y a pas tous les gros écrans. Non. Non, mais sauf que ça arrête jamais, tu sais, c'est ça l'affaire, là. T'es beaucoup plus proche là, dans le hors-show, au truc à Laval, tu sais, mettons. Et c'est tout petit, c'est pas le Centre Bell. Non, puis on était quand même proche du ring. Ouais. Puis, tu sais, il y avait... On les entendait parler. Ben oui, c'est cool, ça. Tu te sens investi. T'es là, OK, mais c'est vraiment cool. Ouais, puis il y avait vraiment plus de fun. Puis le main event de cette soirée-là, c'était Chris Jericho, Big Show, puis un Triple H qui était les Heels contre... Je me souviens plus trop qui. Il y avait Kevin Owens, Roman Reigns, je pense, puis un autre gars. Mais tu sais, t'es là, t'es en show, puis tu te dis Chris Jericho, Big Show, Triple H en tag team ensemble dans le main event. Des lutteurs, tu penses jamais voir de ta vie quand t'es kid. Ils peuvent faire rient, ça. Là, ils font des jokes, là. Ils arrêtent pas de se rebayer dans le match, puis tout le monde rit tout le long du match. Puis c'est bon. C'est un peu pour ça que présentement, Sami, avec le Bloodline, l'histoire qui est en cours à Monday Night Raw, est tellement populaire, tellement over, parce que il décroche, c'est un peu la sensation qu'on a dans un hors-show. Sami fait des jokes, puis il essaye tout le temps de faire sortir les personnages de leur caractère, puis il réussit tout le temps, ce qui devrait pas arriver en temps normal, mais t'es là, puis tu le sens même à travers la télé, puis tu sens la foule qui rit, puis on veut être investi, on veut, on sait que c'est pas vrai, mais on veut jouer avec vous. Laissez-nous être une part de ça. Si tu fais juste robotique tout le temps, les gens, ils savent, là, il va faire telle affaire. Tandis que, là, ça a beaucoup plus l'air improvisé, ad libre. C'est organique. Roman n'était pas censé te partir à rire de même. Non. Exact, c'est organique. Donc, tu vas chercher ça, puis tu pousses ça, tu travailles là-dessus. Puis ça, c'est cool. Puis c'est l'affaire de UC, Are You Feeling Very UC? Sami Zayn, il lâche une niaiserie de même. Genre, je pense pas qu'il feel vraiment UC depuis quelque temps. Tout le monde part en rire. Fait que là, Roman Reigns fait ah ouais, il trouve ça drôle, fait qu'il reprend tout de suite l'affaire de UC. Puis là, Jay Uso fait juste essayer de se tourner
pour cacher qu'il rit la caméra. Mais Roman, il fait non, il le repogne puis il le remet direct en face dans la caméra puis il fait puis comment tu te sens? Puis Jay, il cache sa face comme ça parce qu'il est crampé. Puis il est supposé être fâché, mais il est pas capable. Il est censé être fru après Sami, il est censé être fâché. Puis là, il trouve ça juste trop drôle, il est de même. Hey, non, c'est parfait. C'est des bons moments. Ça, j'écoute la lutte. On n'a pas parlé non plus, mais moi, j'aime bien gros les matchs aussi quand il y a des chaises, puis des chair shots, puis des... T'as-tu comment t'apprends ça? Défoncer des tables, sauter en bas d'une échelle? Ça s'apprend pas, man. L'échelle, les chaises, les kendo sticks. Ouais. Fuck. Honnêtement... Vas-tu en avoir samedi? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas encore décidé, si mon pinceau fait pas l'affaire, je sortirais une chaise. Mais honnêtement, sauter de l'échelle, ça, c'est relativement cool parce que tu tombes, je veux dire, tu fais juste bumper d'un peu plus haut. Puis, tu sais, quand tu sais tomber, ça n'a pas nécessairement d'importance, là, évidemment. Je ne parle pas de tomber d'un avion, là, mais c'est pas... je sais bumper, moi, c'est correct. J'ai pas peur de la cage. Pas besoin de parachute, moi, c'est correct. Keanu Reeves dans Point Break aussi, ça. Non, fait que tu sais, l'échelle, c'est pas si pire. Kendo Stick, ça a l'air pire que c'est à cause du son. Ça fait pas mal. Bah, je veux dire, c'est pas agréable, là, mais ça se tolère bien. C'est que le son, le Kendo Stick, la façon que c'est fait, tous les trucs de bambou, fait. Quand ça se frappe, ça se referme, ça fait un gros bruit. Fait que ça a l'air impressionnant. Puis si le gars, il vend en plus, c'est comme puis là, il a super mal. Ben, c'est comme ça a l'air à faire mal. C'est ça. Eric puis Gab, il en avait acheté un moment donné, quand on allait écouter la lutte les dimanches, puis il se frappait avec ça pour le fun. J'étais comme, vos vies sont étranges. C'est sûr que faire ça pour le fun un dimanche. En écoutant la lutte. En jouant au crib, 15-2, 15-4, clac! Puis, fait Kendo Stick, c'est pas pire. La table, c'est pas si mal non plus. Mais la chaise, pas vrai. Une chaise, ça fait mal pour vrai. Ma première chaise, je comprenais pas ce qui se passait. Là. C'était comme une décharge électrique. Et je l'ai eu dans le dos. OK, t'as eu dans le dos. C'est ça, j'étais curieux de savoir. J'ai eu dans le dos. Et puis... Côté coussin ou pas côté coussin? Il n'y avait aucun coussin. Non, peu importe le côté. C'était du métal froid, man. Et c'était comme une décharge électrique qui partait du dos puis qui s'en allait à toutes les extrémités, partout, man. J'ai vraiment eu mal. Tu sais, là, le monde, tu vendais bien, c'est sûr. Si je vendais j'avais mal pour vrai, man. C'est ça. Et là, t'étais comme... En tout cas, moi, j'étais comme paralysé. J'étais comme... Fait que... non, ça, c'était pas chic. Mais à un moment donné, tu t'habitues, mais le moins possible. T'as-tu eu des headshots? Non, pas sur la tête. Ça, c'était souvent les fédérations où j'étais. La E, il en faisait un bout. Puis, à l'époque du Rock, puis Mick Foley. Les 9 coups de chaise. Non, mais ça attend. Il n'y a personne. Je veux dire, avec tout ce qui se passe maintenant, puis les commotions, puis les headshots, c'est fini. Donc, puis même en tout cas, il y a peut-être une coupe de ligue, une coupe de fédération qui en permettent encore. Mais... la CZW, genre, des astuces de braille de même qui font du deathmatch. Ouais, peut-être. Là. Moi, c'est le pire que j'ai vu, c'est tout le temps les punaises. C'est atroce, ça. J'ai jamais eu de punaise. J'ai jamais été dans un thumbtack match. Mais j'ai été sur un show qui en avait eu un. Puis là, les boys, ils font le... Puis les boys reviennent, ils font le match, ils reviennent. Et là, il y a des punaises. Ils en ont plus partout, là, c'est ça. Là, ils les enlèvent, puis ils saignent, puis là, ils se font soigner, puis tout ça. Puis là, je suis comme, OK, ils sont cinglés, ceux-là. Et là, je m'assois, c'était un camping, puis c'était une table de pique-nique. Il y en avait une qui était de même, comme dans les comics, man. Je m'assois et je me suis thumbtack le cul, man. Je me suis man! C'est quand tu le sais pas, là. Je n'ai juste eu une, puis j'étais fâché. C'est une thumbtack, man. Un thumbtack match dans un camping. Ça devait être un peu sketch, hein? C'est un bon crowd, les campings. Moi, j'aime bien ça. Oui, parce que on appelle ça des spot shows. C'est-à-dire que c'est un match qui arrive en dehors des histoires que la fédération a en temps normal. Fait que c'est comme un peu les house shows qu'on parlait tantôt. Les gars s'amusent. Les gens ils ont un bon moment. Ils boivent de la bière. Ils débarquent. La lutte au camping. Ils débarquent avec le couleur. Et les chaises hautes autour du ring. S'il y a SummerSlam à Montréal, il faudrait que ce soit thématique camping, je pense. C'est que ça ferait pas, ça marcherait. Boy. Là, il parlait de faire un show plus gros à Montréal, je pense. L'Elimination Chamber en février. Ça s'en vient. C'est annoncé? Oui. Okay. Il y a eu SmackDown en août, qui est venu à Montréal, SmackDown Live.
Et la réaction pour Sami, quand Sami Zayn est arrivé, toute la crowd, puis c'est ça que je disais, j'en ai vu là, des matchs, j'en ai vu des crowds, en top 5 de ce que j'ai vu à vie, c'était Sami, c'était fou, ça gueulait. Et puis les dirigeants de l'AE ont tellement été impressionnés par la qualité de la réaction de la foule qui ont décidé de récompenser Montréal en amenant un autre SmackDown Live en février, un vendredi, et le samedi d'après, le même week-end, le Elimination Chamber, un gros pay-per-view. Ouais. C'est quand même C'est vraiment Elimination Chamber, c'est genre en février, fait qu'après ça, c'est mars, fait que c'est juste le dernier pay-per-view avant WrestleMania. OK, Chris, OK. C'est la Road to WrestleMania passe à Montréal, ça Il va falloir que vous fassiez un peu de route pour voir ça. On n'aura pas le choix. Bon, c'était dit, si je retournais voir un show de lutte, c'est pour un pay-per-view. Pour un pay-per-view. Il me reste, pour la WWE, il me reste 2 choses. C'est un pay-per-view puis WrestleMania. Ouais. C'est ce week-end-là pour en régler une des deux. Parce que les deux sont collés. Il va y avoir le SmackDown Live puis le pay-per-view le samedi. Ouais, problème. Vu que SmackDown. Je pensais que tu allais dire on va régler Mania. Je fais ouais, peut-être. Non, Mania. Mania, il va être où, lui? Mania, c'est le mois suivant. Là, cette année, il est à Los Angeles. Ah oui, c'est Hollywood, hein, cette année, c'est à Los Angeles. Okay. Avec The Rock. Ils vont sûrement planter The Rock contre Roman Reigns pour l'année prochaine. Ouais. Ça fait juste 6 ans qu'il y a le rumeur, par exemple. Ouais, non, je sais, ça commence à faire. Mais là, vu que Mania il était à LA, The Rock habite pas loin. The Rock a fini de tourner son film. Là, ouais, il a fini Black Adam, il n'y a pas rien d'autre sur le projet. Correct, devrait être correct. Il y a des rumeurs comme de quoi qui investirait aussi dans le business aussi. Jumanji 3. Là, qui commence par s'occuper de la XFL. Là, je sais pas. D'après moi, il a juste sorti l'argent pour démarrer Vince. Lui, il a acheté la fédération de football XFL. Ils ont nommé des équipes, ils ont fait des logos. Il n'y a pas de match. Je sais pas trop ce qui se passe avec ça. Là, ouais, il y a eu, en fait, c'était Vince qui était l'actionnaire majoritaire, là, puis il y a des fraudes, il y a des poursuites là, parce qu'il y a des affaires qui n'auraient pas été respectées, puis il y aurait des ententes. Fait que Vince, cette année, il a abandonné sa job pour des allégations sexuelles. Puis aussi, les poursuites, là, ils s'accumulent, il y en a genre 16 sur le dos. Là. Une bonne année. C'est une bonne année, ouais. Productif. C'est ça. Oh, ouais, non, il a découvert c'était quoi 2022. Non, c'est ça. Il a essayé de faire il a pas essayé, il a fait un show avec ça en plus. Là. Il a fait un show sur le fait que hey, on m'accuse de ça, je m'en vais. Le gars, il a fait ça toute sa vie. Hein, c'est ça. On ne changera pas, mais... Non, c'est ça. Ah, puis il voulait pas s'en aller au début. Là. C'est pour ça qu'il se pointait le nez à SmackDown, il faisait comme. Puis les actionnaires ont fait comme moi, ben là, ça marche plus. Là. Non, mais c'est parce qu'à partir du moment où tu es coté en bourse, t'as des comptes à rendre. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Ça marche pas de même. Quand c'est ta bébelle puis tu fais ce que tu veux. C'est de lutte qui est coté en bourse, j'avoue, c'est quelque chose. Ouais. Conseil d'administration, tout ça. L'autre, il faut les internes. Pour les internes. On lui donne des millions de dollars pour se fermer à la gueule. Ouais. 12 millions de Hush Money, genre, qu'ils ont découvert. Là. Du Hush Money, c'est du ferme ta gueule, là. 12 millions. Ouais, j'avais vu ça. C'est fou. Puis, au Canada, justement, on a vu ce qui se passe avec Hockey Canada, puis ça brasse, tu sais. Puis aux États-Unis, ça a brassé, tu sais. Ben, jamais à ce niveau-là, parce que ça se perd un peu dans la mer d'informations, là. Les militants versus le reste. Mais, tu sais, ils ont laissé ça aller, tu sais. On dirait que ça fait plusieurs années qu'on le sait, que c'est pas clean, puis ils ont laissé ça rouler, accumuler, puis ça pète. Ouais, j'ai l'impression que... À un moment donné, les trucs pètent. Là, tu peux pas... Tu peux pas... Non, mais toute vérité finit par se savoir. Ouais, c'est ça. Si t'es pas honnête dans la vie... Fais chier du monde comme tu fais chier du monde, ça te revient. Ça te revient, man. C'est sûr. On appelle ça le karma. Ouais. Karma. Finir ça là-dessus, je pense. J'espérais que ça finisse quelque chose d'un peu moins lourd, mais en même temps, c'est important aussi. Mais merci beaucoup d'avoir accepté. Ben non, mais ça fait plaisir. Vous êtes une belle gang, c'est cool. J'espère que tu vas avoir eu un bon match samedi. On va être là pour shot. Nous autres, on vend de la bière. Ben moi, je vends de la bière samedi. T'es sérieux? Fait que je vais t'amener de la bière sur le ring pendant ton match. Tu m'en pitcheras comme Stone Cold. Ah ouais? Ça serait bon. Je serais fier. Je serais fier. On fera ça. Ok, alright. On s'en va samedi. Non, vous êtes une belle gang, c'est bien cool. Merci. Stan! Merci de l'invitation. Merci, puis on se revoit bientôt. Puis là, tu nous mettras en contact avec Kevin Owens. Yes, je fais ça sans faute. Mais vous avez plus de chance avec Pat samedi. Il est peut-être plus. Ok, c'est bon. On mettra les deux sur notre bord. Parfait, je travaille là-dessus. Merci les boys. Merci Stan. Salut là.